Les anti et les pro-vax le répètent à l'envi, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Depuis dimanche, on sait qu'un pilote F1 peut compter ses victoires en centaines sans une barre symbolique que l'on pensait inatteignable. Lewis Hamilton, lui, l'a fait. Et qu'on soit pro ou anti, on ne sait plus à quel chiffre se vouer pour résumer l'une des plus fantastiques carrières de l'histoire de ce sport. L'une de ces histoires aussi les plus singulières. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une formule des pistonnés un petit peu particulière aujourd'hui. On se retrouve comme chaque mercredi après chaque week-end de Grand Prix sur bien sûr la chaîne First Team Sport et puis en exclusivité, on ne vous le répétera jamais assez, sur la chaîne Auto Plus Télé. On salue d'ailleurs toute la rédaction d'Auto Plus Télé et normalement cette émission doit être consommée après une très très belle émission notamment de Cécile de Minibus que l'on embrasse bien évidemment. Aujourd'hui autour de ce plateau, on est revenu à un plateau un petit peu traditionnel avec notre bande, notre duo Tic et Tac qui se retrouve bien sûr aujourd'hui et notamment monsieur Brice Germain qui rentre du Portugal mais qui ne nous fera ni la promotion de Portimao ni la promotion de Thiago Monteiro. Non, rien de tout ça. Il n'y a vraiment aucune culture sport automobile. Je l'ai pu le voir dans un taxi où concrètement j'ai failli mourir quelques fois. Visiblement, il n'y a pas que des très grands pilotes au Portugal. Au Portugal, non, d'accord. Non. Bon écoute, si Brice Germain a eu peur, c'est que ça doit être quelque chose. Monsieur Hamza Ramani qui adore taper sur Sochi mais qui s'est régalé ce week-end. Salut Hamza. Qui s'est régalé et qui a limite envie de faire la promotion désormais de Sochi. Non, quand même pas. Mais effectivement, qui s'est régalé. Vendu. Et puis aujourd'hui, je vous le disais, une émission un petit peu spéciale. C'est la 100e victoire de Lewis Hamilton. Ce sera un petit peu le fil rouge, Lewis Hamilton, de cette émission. Et pour parler de Lewis Hamilton, un invité, monsieur Daniel Ortelli, ancien correspondant F1, journaliste également à l'AFP, écrivain aussi, auteur d'une biographie de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, la route du champion, aux éditions bien sûr City. L'ouvrage, il est ici, on va vous le faire gagner pendant cette émission. Daniel, merci beaucoup d'avoir quitté le sud de la France pour venir nous rendre visite à Paris. Bonjour Manu, bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité. Le timing est parfait comme tu le disais hier. Ça c'est grâce à Lewis. Lewis pour la promo, il est vraiment au top et on a prévu cette spéciale à Lewis sans savoir qu'il allait la veille gagner à Sochi. Donc merci à Lewis. Exactement, merci Lewis. Et justement, lui va nous remercier parce qu'on va regarder tout de suite le sommaire et il va voir, Lewis Hamilton, qu'il est bien évidemment le fil rouge de cette émission. On reviendra bien sûr sur le débrief de ce Grand Prix de Russie, la 100e de Lewis Hamilton, une barre, on l'a dit, symbolique et fatidique, une barre en tout cas que personne n'avait atteint bien dans l'histoire de la Formule 1. Le décryptage, on reviendra Daniel sur ce bouquin, La route du champion, aux éditions bien sûr City. On essaiera de comprendre pourquoi déjà il n'y a pas plus de bouquins sur Lewis Hamilton et comment justement toi tu as travaillé cet ouvrage et cette biographie. Le débat, on ira un petit peu plus loin, on se posera la question de qui est vraiment Lewis Hamilton, parce qu'on a vu que c'est un personnage en tout cas assez déroutant. On n'arrive pas à très bien comprendre entre le storytelling et la réalité qui est vraiment Lewis Hamilton. Et puis le quiz, si on a le temps de le faire bien évidemment, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire dans cette émission. Le quiz spécial Lewis Hamilton, savoir si vous avez tous lu le bouquin, si vous avez bien révisé et si Daniel Ortelli a bien écrit ce livre. On aura la réponse à la fin, bien sûr, dans le quiz. Je n'en doute pas, bien évidemment. Allez les amis, émission spéciale Lewis Hamilton, sa 100e victoire en carrière. C'était le Grand Prix de Russie. On débriefe un Grand Prix qui a été, ma foi, très spectaculaire. Je m'en régale de ces nouveaux habillages. Bravo bien sûr à notre super régie, à la First Team et à notre ami JB, qui a beaucoup poncé et travaillé pour nous proposer tout ça. Le Grand Prix de Russie, c'était la 15e manche du championnat du monde de Formule 1 2021. On regarde tout de suite le résultat. La 100e victoire, je vous le disais, de Lewis Hamilton qui passe la barre des 4000 points inscrits en carrière. Parti dernier, Verstappen accroche les 18 points de la deuxième place. Sainz s'offre un 3e podium cette saison chez Ferrari. Un top 10 complété par 2 McLaren, l'Alpine de Fernando Alonso dans le top 6. Meilleur résultat cette saison pour Kimi Raikkonen qui prend la 8e place et puis George Russell qui ramène sa voiture une 4e fois dans les points sur ses 5 dernières courses. Ceci nous emmène naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix de Russie. Forcément, on va commencer sur la 100e de Lewis. Verstappen n'est-il pas le vainqueur de ce week-end? Tiens, j'attends votre avis sur la question. Norris, grand perdant et dévasté après 6 tours d'enfer, après un week-end absolument parfait. Et puis ce Grand Prix de Russie, certes,
certes illisible, mais ma foi passionnant. On aura l'occasion d'y revenir en long, large et en travers, mais on attaque tout de suite sur le héros du jour, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, 100e victoire. On le voit tout de suite, bien sûr, avec ce tableau et un week-end eh bien en contraste. Parce qu'il y a eu un samedi qui a été, ma foi, cauchemardesque, hein, avec eh bien, ces 2 erreurs, notamment en Q3, ces 2 sorties de piste. Il était pourtant le grand favori avec Valtteri Bottas. 100% de victoire de Mercedes jusqu'à présent depuis l'existence du Grand Prix de Russie. L'erreur stratégique, est-ce que Mercedes l'a pas relâché un peu trop tard en soft, justement samedi en Q3 ? Et puis cette tentation samedi soir de changer le moteur de Lewis Hamilton pour lui impliquer des pénalités. Finalement, ils ne vont pas le faire et Lewis Hamilton va connaître un dimanche hamiltonien, on va le dire ainsi, enfermé par Norris, mais prudent au départ, il perd 3 places. Des McLaren impossibles à doubler à la régulière et c'est là peut-être va se mettre en place cette stratégie. C'est une question que je vais vous poser d'ailleurs. Est-ce qu'on a assisté à une masterclass de Mercedes ou est-ce qu'on a assisté à un grand coup de chance de Lewis Hamilton et de l'écurie allemande, et puis cette 100e qui lui permet, mine de rien, de reprendre la tête du championnat. Une petite déclaration pour parler de la 100e victoire de Lewis Hamilton avant de vous donner la parole. C'est Toto Wolff qui peut dire merci bien sûr à Rich. Rich, c'est le monsieur météo chez Mercedes. Il aurait été difficile de dépasser Lando parce que nous avons eu du mal à dépasser Ricciardo, même avec le DRS. Je pense que Norris a plutôt bien réussi sa course sur le sec, mais qui sait ce qui se serait passé sans la pluie. Nous, en tout cas, sur ce plateau, j'imagine que vous serez de cet avis. On a l'impression que s'il n'y avait pas eu la pluie, il n'y aurait peut-être pas eu la 100e de Lewis Hamilton, Daniel. Une fois de plus, la météo est venue à la rescousse de Lewis. Donc, on sait qu'il est mystique, on sait qu'il croit beaucoup à plein de choses. Et comme en Turquie, quand il a gagné son 7e titre, la pluie est venue l'aider. Et comme souvent, quand les conditions deviennent vraiment compliquées, il a montré sa science du truc et avec l'aide de son équipe a réussi à tirer les marrons du feu. Voilà, c'est un exemple de plus de sa capacité à gérer des situations compliquées. Moi, je ne voudrais pas dire que c'est forcément que la pluie soit de la chance. Je dirais que Lewis Hamilton, pour moi, c'est le seul pilote qui peut s'accommoder de toute situation et de toute circonstance. Et du coup, en ressortir le plus complet. Si Lando Norris est devant parce que sa McLaren sur le sec lui permet de rester devant, il a peut-être pas encore l'expérience de s'adapter pour que, au moment où la pluie arrive, il puisse rester devant. Et c'est là qu'un pilote aussi complet comme Lewis Hamilton, qui a 99 victoires à ce moment-là, fait la différence parce qu'il sait qu'il doit écouter son équipe, qui est très important à ce moment-là. Peu importe qu'il ait 300 Grands Prix derrière lui, qu'il soit 7 plus champion du monde, son équipe, elle lui dit non, mais il faut faire ça, Lewis. Et à partir de là, le fait qu'il soit complet avec Mercedes fait que l'avantage est pris. C'est pas la chance, la circonstance vient, mais eux savent s'en servir. Alors quand je disais la chance, et avant de te donner la parole Hamza, je te relance tout de suite là-dessus, on a beaucoup parlé, et en préparant cette émission hier, on a beaucoup parlé de la masterclass Mercedes, notamment sur le premier arrêt, où il y a ce jeu d'intox avec Ricciardo, et également sur le second arrêt. Tu avais un avis très juste, c'est que pour toi, c'était pas une masterclass, le passage aux intermédiaires. Comment ça que Hamilton passe aux intermédiaires? Ah oui. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aspect stratégique intéressant qui s'est passé hier. Oui. Qui peut peut-être, pour moi, il y a un coup de chance, c'est vrai, sur le fait qu'il gagne la course. À mon sens, il passe les inters pas pour gagner la course, mais pour couvrir Verstappen. Verstappen s'arrête un tour avant. Et le plus important pour Mercedes et Lewis Hamilton à ce moment-là, c'est quoi? C'est pas de gagner la course, c'est de prendre plus de points que Max Verstappen, dans tous les cas. Si Max Verstappen fait une stratégie différente à prendre les inters et que, par miracle, ça fonctionne beaucoup mieux que Lewis Hamilton, on s'en voudra chez Mercedes d'avoir fait gagner Max Verstappen à ce moment-là en n'arrêtant pas Lewis Hamilton. Donc, peu importe, il voit bien avec Monza, il voit bien dans les moments où il y a accrochage que c'est pas grave s'il y a abandon, au vu de l'avance qu'ils ont. Puis si Max Verstappen abandonne aussi. Donc si Max Verstappen termine loin avec ses inters, Lewis Hamilton peut se permettre de terminer loin avec ses inters. Mais au moins, ils appliquent la même stratégie pour ne pas perdre de points sur Max Verstappen. Et puis il y avait une telle avance que finalement, terminer loin pour Lewis Hamilton, ça aurait quand même normalement, ça lui aurait permis de terminer dans les points. Oui. Donc il aurait quand même pris des points sur Max Verstappen. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Le plus important, je pense, à ce moment-là, pour Mercedes, c'était de couvrir Max Verstappen. Si Norris s'arrête à ce moment-là, Hamilton suit. Je ne vois pas non plus une stratégie décalée ou la possibilité de faire un tour de plus pour, comme on peut le voir sur le sec. Je pense qu'effectivement, elle est là aussi l'expérience de Lewis Hamilton. Forcément, Lando Norris est un jeune pilote, on en reparlera, mais Lewis Hamilton a eu la lucidité justement d'écouter son équipe. Il l'a dit après la course en discutant avec Norris, notamment aux médias anglais. Il ne voulait pas s'arrêter, Lewis Hamilton, mais il a suivi son équipe
Et ça a payé. Et parfois, ça crée des situations comme la Hongrie, oui, où ils se retrouvent seuls sur la grille, où ils font une erreur collective. Mais le plus souvent, quand même, 4, 5, 6, 7 jus de cerveau, c'est quand même plus utile et plus lucide qu'un seul jus de cerveau, surtout dans la situation de Norris pour aller gagner son premier Grand Prix avec l'adrénaline, où il va quand même insulter son ingénieur. Donc... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la lucidité n'est plus là à ce moment-là. Ouais, la lucidité, mais c'est surtout, je pense, le stress. Il a bien 5 sûr, tours bien sûr. une première victoire en Formule 1. Il est sur des œufs en train de garder sa voiture ou essayer de garder sa voiture, justement, ne pas commettre une erreur minime qui pourrait avoir de lourdes conséquences. En fait, mais ce que je trouve le plus intéressant, Daniel, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est marrant, c'est en calquant sa stratégie sur Max Verstappen qu'il a réussi à battre en fait McLaren hier. Oui, parce que lui, il joue le championnat, il le dit à chaque course, il joue le championnat. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le championnat. Il n'est plus à une victoire près. Et a fortiori là, en allant chercher la 100e, mais il sait qu'elle va tomber un jour ou l'autre. Donc lui, il joue le championnat. Et c'est le principal reproche qu'on peut faire à Max cette année. C'est qu'il y a des fois, on se demande s'il pense au championnat. Silverstone, Monza, on en reparlera tout à l'heure. Mais Lewis, c'est championnat. Donc il ne va rien laisser au hasard. Il ne va pas faire l'erreur... que peut faire un mec plus jeune comme Lando ou comme Max. Allez là, l'expérience. C'est juste un dernier mot statistique. Avec cette 100e victoire, Hamilton, il a plus de victoires que Senna, Lauda et Fangio réunis. C'est incroyable. Mais Ça place quand même Avec moins de Grands Prix aux mêmes époques aussi. Ça passe quand même maintenant. Évidemment, on est d'accord. Et c'est ça. Et l'écart de plus de 50 secondes, c'est le plus gros écart depuis Hamilton, Silverstone 2008, quand il termine à plus d'une minute d'Elfade, sur des conditions là aussi qui étaient humides et mouillées. Alors on l'a dit, Lewis Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Russie, nouveau leader du championnat du monde, mais est-ce que le vainqueur moral de ce week-end n'est pas Max Verstappen? Regardez plutôt avec ce deuxième enseignement, Max Verstappen qui a vu son week-end complètement plombé par le changement de moteur, conséquence bien sûr de l'accident de Silverstone, puisqu'on le rappelle, on n'a pas pu récupérer le moteur de Silverstone qui a dû être jeté à la poubelle, du coup ça lui fait un moteur en moins dans cette saison, il savait, il devait remplacer complètement son unité de puissance, ça a été fait ce week-end, il était assuré de partir dernier et ça a été fait ce week-end parce qu'il était aussi pénalisé suite au crash bien sûr de Monza. Un week-end sacrifié, c'était le postulat de base chez Red Bull au moment où on a changé le moteur en Q2 vendredi. Et puis le constat lundi matin, c'est qu'il a fait mieux que limiter la casse, Max Verstappen. Il a ridiculisé la stratégie de Mercedes et Bottas, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a une belle déclate de Monil sur le sujet. Il a fait des relais efficaces, une remontée franchement phénoménale et puis cette stratégie quand même parfaite à l'arrivée de la pluie qui le voit passer de P7 à P2. Bref, il a un nouveau moteur, Max Verstappen. Les circuits à venir sont plus typés Red Bull. Alors que Italie et Sochi, on attendait bien sûr Mercedes au tournant. Est-ce que Max Verstappen n'est pas le grand gagnant, mine de rien, de ce week-end? Malgré tout ce qu'on a pu dire sur Lewis Hamilton juste avant. Contrairement à ce que tu disais, pour moi, c'est pas le vainqueur moral, c'est le vainqueur tout court. Tout court, parce que c'est complètement inespéré de ressortir d'un tel week-end avec 18 points. Avec un nouveau moteur, du coup, sur la fin de saison, il pourra justement bénéficier de ce nouveau moteur. Là où Mercedes, pour le moment... On n'a que 3. Est-ce qu'Hamilton va mettre le 4e? Ça, c'est la grande question, la grande interrogation. Si oui, où? En tout cas, c'est compliqué de faire mieux pour Lewis Hamilton. Même avec une 7e, 6e place, c'est déjà pas mal. Mais là, 2 points, tu ne concèdes que 7 points à Hamilton dans l'optique du championnat avec un nouveau moteur. C'est jackpot. Il a fait un week-end à la Lewis, en fait. Un week-end, quand Lewis a un week-end pourri, ça se passe mal le vendredi, mal le samedi. Et là, il a montré une fois de plus qu'il avait la meilleure voiture du plateau de très très loin. Et ça veut dire que Lewis, le jour où ils vont lui changer le moteur, comme il a la 2e meilleure voiture du plateau, il va forcément remonter de la 20e à la 3e place. Et on aura le même genre de résultat, même si Max gagne. Mais je pense qu'on a un changement dans l'attitude de Max depuis ces dernières bêtises. Et que là, il va plus rien laisser passer. Parce qu'il sait qu'il a cramé tous ses jokers. Donc là, on a peut-être un nouveau Max qui s'inspire un peu de Lewis pour essayer d'aller le taper en fin de saison. Ce qui est fort, c'est qu'on n'arrête pas de rappeler que Max, dans les mauvais week-ends, c'est généralement catastrophique. Et dans les bons week-ends, c'est généralement très bon. On en parle souvent, soit podium, soit abandon depuis très longtemps. C'est rare des positions intermédiaires pour Max Verstappen. Ce week-end, sans la pénalité moteur, sans la pénalité de Monza, il n'aurait pas fait mieux. Sa voiture n'était pas suffisamment armée pour aller battre la Mercedes à Sochi.
On l'a vu en essai, on l'a vu en qualif, peut-être à la rigueur en fin de course, parce que Max Verstappen est un artiste sous la pluie. Hamilton aussi, on est bien d'accord, mais Max Verstappen a ce pilotage qui est particulier, qui peut rebattre les cartes à ce moment-là. Mais il a gagné des places justement avant les le arrêts. pit stop. Verstappen a gagné beaucoup de places. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de terminer ce dimanche soir avec cette deuxième tout place. ça pour dire que s'il n'y avait pas eu ces pénalités, le résultat aurait été le même. La pénalité est gommée et n'existe plus. Aujourd'hui, ce qu'a fait Red Bull sur toute cette série de Grand Prix qui n'était pas à son avantage et ressortir 2 points, en tout cas aux pilotes, c'est pas le cas aux constructeurs, mais derrière 2 points derrière Hamilton, c'est juste en fait avoir su faire le dos rond sur la vague et maintenant il faut enfoncer le clou. Mais ils ont fait le travail qu'il fallait faire. Et moi je pense qu'aujourd'hui c'est le vainqueur de ce Grand Prix parce que justement maintenant c'est Mercedes qui va devoir faire le dos rond et la période va être beaucoup plus longue à faire le dos rond que celle pour Red Bull. Et c'est aussi un peu révélateur finalement de la saison et de cette lutte qu'on a au championnat, mine de rien, d'avoir Hamilton qui va aller gagner un Grand Prix après une qualification compliquée, après un départ très compliqué où il se retrouve je crois 6 ou 7e au premier tour. Tu as Verstappen qui part dernier, qui se retrouve 2e. Est-ce que c'est pas aussi révélateur de cette lutte qu'on a cette saison pour le championnat qui nous tient en haleine? Et pour revenir sur ce que disait Daniel, c'est vrai que j'ai l'impression que plus, et tu le disais je crois dans une précédente émission, plus la pression commence à monter dans cette lutte au titre, plus on a un Max Verstappen aussi de plus en plus calme. Alors, on ne sait pas parce qu'on n'est pas avec lui sous le casque, mais dans ses déclarations, c'est vrai qu'il y a eu Monza, mais voilà, tu vois, rappelle-toi à présent de Vort, c'est ce qu'on disait, le fait de sortir, de ne pas être dans l'euphorie forcément, d'être en tout cas plus dans la maîtrise. Juste un événement, puisqu'on parle de Max Verstappen, il y a cette stratégie de Mercedes de changer le moteur de Bottas pour le faire partir, non pas 7e, mais 17e, essayer de créer un bouchon d'entrée de jeu dès le début de course, une stratégie qui n'a absolument pas marché. Honnêtement, ça m'a énormément étonné avant le début de cette course. Regardez ce que disait Damon Hill sur Sky Sports à l'arrivée. Valtteri en course, on s'attendait à ce qu'il se défende un peu pour se battre contre Red Bull et Max Verstappen, mais il semblait juste lui faire signe de passer. Peut-être qu'il ne volait tout simplement pas d'ennui. Il n'a pas l'air de faire la course. C'était presque comme un cadeau pour Max. Qui est à blâmer dans cette histoire? Mercedes avec ce désastre de stratégie ou Valtteri Bottas qui n'a pas été assez consistant dans le duel? Sur Mercedes, j'espère que c'est pas une volonté de ralentir Max Verstappen parce que, à mes yeux en tout cas, sur une course comme ça, quand tu as une remontée d'un pilote en fond de grille avec un matériel largement supérieur, c'est mon opinion, tu as peut-être un peu plus d'intérêt à laisser Bottas 7e. Bah oui. Parce qu'à ce moment-là, remonter, gagner des places sur les premiers tours, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller dépasser un Valtteri Bottas qui est éventuellement 7e ou qui est dans les premiers points avec moins de pneus pour Max Verstappen. Donc j'espère que c'est pas ça. Après réflexion, je me dis aussi qu'il est possible que cette pénalité de Valtteri Bottas serve plus tard à Hamilton dans l'optique où tu as un Lewis Hamilton qui lui change de moteur et du coup pour ne pas laisser Max Verstappen seul devant ou seul avec Sergio Perez, tu auras Bottas avec un moteur. Tu auras éventuellement Bottas avec un moteur neuf pour entre guillemets contrebalancer et permettre derrière à Valtteri Bottas, s'il se met à piloter, là c'est ce que dit aussi Damon Hill, de lutter avec Verstappen et de permettre aussi à Hamilton de remonter plus rapidement. J'espère que c'est aussi cet avis ou cette analyse du côté de Mercedes. Moi, c'est la seule solution, ce que tu viens de dire, que je trouve viable et logique et surtout qui ressemble à du Mercedes. Parce que faire ce qu'ils ont fait sur ce week-end n'a strictement aucun sens. Tu l'as dit, ce serait beaucoup plus difficile d'aller doubler Valtteri Bottas avec des pneus flingués fin de relais qu'en début de course où, on le voit à Sochi, se défendre est très compliqué. Les lignes droites offrent cette possibilité-là que se défendre est très compliqué. Et puis on connaît la difficulté de la Mercedes dans le trafic. Ouais, mais exactement. C'est-à-dire que Valtteri Bottas, on l'a vu plusieurs fois dans le trafic, plusieurs fois il gagne très peu de positions. Même Lewis Hamilton, tout Lewis Hamilton qu'il est, quand il est dans le trafic, est en galère avec cette Mercedes et doit provoquer par exemple ce call sur Ricciardo pour passer. On l'a vu en fait en fin de relais que Verstappen avait du mal aussi à aller chercher les pilotes devant lui. Il a été bloqué d'ailleurs par ce même Ricciardo. Donc quand tu sais ça, quand tu connais l'expérience, parce que c'est nous qui le disons, et nous on est qui? On est personne comparé à des ingénieurs Mercedes, des stratèges Mercedes. Non, t'es dur avec toi. Non mais ce que je veux dire c'est que si nous on le dit maintenant post-Grand Prix, eux le savent avant le Grand Prix cette histoire-là. Donc je vois pas comment ils peuvent perdre des points aux constructeurs. Bon, au final, Bottas a fini 5e.
Mais se perdre des points au constructeur, flinguer une des voitures pendant la course, s'il n'y a pas une réflexion beaucoup plus globale dans l'histoire. Je comprends pas comment c'est possible autrement. Daniel, t'es de l'avis de Damon Hill sur la consistance de Valtteri Bottas sur ce duel, ou tu te dis non, Mercedes l'a envoyé au feu, il pouvait pas faire mieux? Je pense que Valtteri, il a lâché. Mm. Je pense qu'il a lâché, qu'il doit avoir un peu les glands de devoir quitter Mercedes et que déjà l'histoire du meilleur tour l'autre fois, c'était quand même très troublant. Ouais, c'est vrai. C'était les premiers signes annonciateurs. C'était un signe annonciateur du mec qui va finir la saison en roue libre. Et on n'est pas à l'abri d'une connerie, enfin d'une grosse bêtise de Valtteri lors d'un dépassement. Voilà, et je sais pas. Moi, je suis pas un fan absolu de Valtteri, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu regardes les statistiques, bon bah il a très bien joué le rôle de numéro 2 pendant plusieurs années. Et c'est pour ça que Lewis voulait probablement le garder à côté de lui. Et que là, bon bah une fin de carrière dans une équipe B, ça le branche pas trop. Donc voilà, je pense que ça va être un facteur important de cette fin de saison, parce que de l'autre côté, tu as Sergio Pérez qui a son contrat reconduit et qui, même s'il a beaucoup de hauts et beaucoup de bas, est quand même capable de faire le boulot si ça se tend en fin de saison. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé Pérez et je pense qu'il ne faut pas l'enterrer trop tôt et qu'il peut faire une fin de saison très utile à Max. Beaucoup plus utile à mon avis que Bottas par rapport à Lewis. Lewis va devoir se battre un peu tout seul, ça va pas le déranger plus que ça, mais ça fait partie fait partie des enjeux de cette fin de saison. Est-ce que Sergio sera plus utile que Valtteri? Passons au troisième enseignement, parce qu'il y a un grand déçu, il y a un très très grand déçu dans cette course. L'homme qui a fait le week-end parfait jusqu'à, je le disais tout à l'heure, 6 tours, jusqu'à l'arrivée de la pluie, à 6 tours de l'arrivée, c'est Lando Norris. Lando Norris que l'on dit dévasté, lui qui était qui lâchait 1 seconde par tour sur les longs relais en essai par rapport au Mercedes. Sa première pole position en carrière sous la pluie et avec la manière, parce qu'il colle quand même une demi-seconde en Q3 à Carlos Sainz, pardon. Piégé au départ, mais solide leader quand même à partir du 13e tour lorsqu'il reprend l'avantage sur le pilote espagnol. Et puis, on pensait vraiment que c'était son jour jusqu'à l'arrivée de la pluie. Lui qui décide de rester en piste avec les slicks, et on y reviendra tout à l'heure. 5 tours en enfer et un abandon évité de justesse, parce qu'il s'est fait quand même de très très grosses frayeurs, l'ami Lando Norris. Et puis, bien cette victoire et le podium donc, qui s'envole en quelques tours. Il termine seulement 7e de cette course. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end de Lando Norris ? Qu'est-ce qu'on garde de ce week-end du coup ? En fait, je vois en fait toute la sphère s'émouvoir de ce qui est arrivé à Lando Norris. Alors c'est pas que je suis sans cœur, mais au bout d'un moment... Et toi t'as grandi avec Jean Alési aussi, donc c'est normal que ce genre de truc... J'ai vécu des vraies tragédies. C'est normal que ce genre de truc tu sois habitué. Non mais avec Raikkonen aussi. Oui, avec Raikkonen. En fait, il faut bien comprendre quelque chose, c'est quand on a la voiture de Lando Norris, et on l'a dit plein de fois avec Renault l'année dernière, on l'a dit plein de fois quand on parlait des écuries dites de deuxième ligue, début de deuxième ligue, le meilleur des autres. Il faut tout aligner si tu veux gagner un Grand Prix. Tu n'as pas le choix. Il faut tout aligner. C'est-à-dire que ils ont tout aligné jusque-là, mais il y avait un dernier élément qui est arrivé. Et celui-là, ils n'ont pas fait avec. Pas forcément McLaren, Lando Norris. Je prends un exemple pour montrer le comparatif d'état d'esprit entre Lando Norris et un Lewis Hamilton, par exemple. 2008, Grand Prix de Brésil, Lewis Hamilton, il y a un choix à faire sur rentrer ou pas. Il reste 3 tours dans la course pour mettre les intermédiaires. Certains font le choix de rentrer, certains non. Lewis Hamilton, à ce moment-là, deuxième saison en Formule 1, écoute son équipe qui lui dit non, il faut rentrer. Massa est rentré. Il faut rentrer, mettre les intermédiaires. Ça lui offre un titre mondial. Lando Norris, aujourd'hui, il a quoi, 30, 40 courses en Formule 1 ? Il doit écouter McLaren à ce moment-là. Je sais, le ressenti piste est plus important, je suis d'accord. Mais dedans, il y a des ingénieurs, il y a des mecs qui voient le radar, et surtout, il y a des choix qui sont faits. Évidemment, on aurait dit l'inverse si ça avait payé. Non, mais je suis d'accord. Il y a 2 semaines, on était les premiers quand même à dire c'est bien ce que fait McLaren. Ils écoutent les pilotes, ils écoutent Daniel Ricciardo quand Ricciardo était proactif dans la stratégie à Monza.
Oui, mais là, il n'a pas laissé. Attends, le discours est pas le même. Il n'y a pas une proactivité dans la stratégie. Là, il y a un laissez-moi tranquille, je décide, je fais ça. Et lui-même le reconnaît qu'il n'aurait pas dû être dans ce moment de non-lucidité. C'est ça que je veux dire. C'est intéressant ce que tu dis. Regardez les deux déclarations à l'arrivée de cette course. Et Daniel, je vais te relancer là-dessus. On a d'un côté l'avis de Lando Norris, l'analyse en tout cas de cette erreur stratégique en fin de course, et celle d'Andreas Seidel. C'est très intéressant. Andreas Seidel qui dit « Nous n'avons pas été à la hauteur en tant qu'équipe. C'était la mauvaise décision de rester en piste. L'équipe a sa part de responsabilité car on doit pouvoir imposer la stratégie depuis Murray des stands avec les datas que nous avons. Du coup, c'est comme si nous avions décidé ensemble de rester en piste. » Réponse de Lando Norris, j'ai décidé de rester dehors parce que l'équipe m'a dit qu'il ne devait pas y avoir plus de pluie que ça et c'était le maximum que la pluie pouvait atteindre, le niveau bien évidemment. Pour une raison quelconque, nous n'avons pas su, vu ou anticipé que ce ne serait pas seulement une bruine, mais beaucoup de pluie et c'est là que nous nous sommes trompés. À qui la faute, Daniel ? Ben là, il a fait une Lewis, c'est-à-dire il s'est dit, je suis déjà au niveau de Lewis, je peux rester en piste avec des pneus qui sont pas adaptés et je vais gagner à la Lewis. Et donc on peut pas ne pas imaginer que les fils spirituels de Lewis, c'est-à-dire George Russell et Lando Norris, pensent déjà être presque à son niveau et soient prêts à faire des erreurs en pensant qu'ils ont le niveau. Ils n'y sont pas encore. Donc, comme ils n'y sont pas encore, il faut juste se calmer et rentrer au stand. Et voilà, donc moi je pense que c'est un petit péché d'orgueil qui est normal parce que le gars, il finit deuxième du Grand Prix précédent, il fait la pole, il est dans un état second. Donc il fait une connerie. Et l'équipe aussi, puisque apparemment, ce qu'il dit doit être vrai, l'équipe n'anticipe pas que vous n'avez pas les bonnes prévisions, contrairement à Mercedes, paraît-il. Ça, c'est possible aussi. Donc c'est tort partagé, à mon avis. Ouais, alors... Ils n'ont pas les bonnes prévisions, ils ont tous les mêmes prévisions. Ils n'avaient pas tous apparemment, hier, ils n'avaient pas tous les mêmes prévisions. Apparemment, c'est l'interprétation. Ils n'ont pas les mêmes fournisseurs pour la météo. Au niveau, enfin, j'ose espérer qu'il n'y a pas un fournisseur qui va dire il y a du soleil alors que la pluie est... Non mais il y a eu réellement, au même titre que Bridgestone Michelin à l'époque, il y avait Météo France et The Weather Channel qui arrivaient et il y avait une réelle bataille des météos et ça a pu faire des différences, notamment dans les années 2000, fin des années 2000, où il y avait vraiment des gros écarts, quoi. Si tu regardes les premiers pilotes à s'être arrêtés, donc le premier c'est George Russell, Ricciardo s'arrête un tour après Russell, donc au 48e tour. Entre le 48e tour de Ricciardo et le 51e de Norris, qui est du coup le dernier à s'arrêter avec Leclerc, il y a 3 tours. J'ose espérer que Ricciardo, il peut... Enfin, les données... Ricciardo, il a été clair, hein, il a dit, les gars, il faut que je rentre. Il n'a pas laissé le choix et McLaren a dit, ok, tu rentres. À un moment, je pense que j'écoutais la radio entre le 46, quand la pluie est apparue, et l'arrêt de Norris. À aucun moment, chez McLaren, on dit, Ricciardo a boxé, Ricciardo est entré. Il y a peut-être des informations qu'on aurait peut-être pu aussi donner à Norris. Et à un moment, il faut aussi se montrer plus ferme, effectivement, dans ces conditions. Est-ce que la réponse... Il y a une grande question qu'on s'est posée, Daniel, il y a quelques semaines avec les garçons, c'est est-ce que McLaren est redevenu un top team ? Quand on voit la gestion qui a été faite hier du cas Lando Norris aux premières gouttes de pluie, est-ce qu'on ne peut pas se dire, finalement, il leur manque encore un petit truc pour redevenir complètement un top team quand on voit, c'est une question collégiale d'ailleurs. Non mais ils vont apprendre. Ils vont apprendre de cette mésaventure. Ce qui va peut-être permettre à McLaren dès 2022 de répondre présent. Norris le premier, parce que je peux te garantir que quand il laisse filer une première victoire en Formule 1, tout au long de sa carrière, il va s'en souvenir. Hamilton comme Leclerc, Hamilton en parlait, je ne sais plus pour quel Grand Prix, quand c'était en Turquie, mais en Turquie l'année dernière. Il dit, je me souviens encore de 2007 en Chine, c'est pour ça pourquoi je ne suis pas entré. Quand tu laisses filer quelque chose d'aussi grand, Norris, une première victoire, Hamilton, un premier titre, tu peux t'en souvenir que tout au long de sa carrière, il va se souvenir de ce qui s'est passé. Et ça va aussi être bénéfique pour la suite de sa carrière. Les circonstances ne sont pas les mêmes, mais tu prends par exemple Ricciardo Monza. Ricciardo proactif sur sa stratégie justement à Monza, qui décide certains choix importants et qui montre une stratégie agressive de la part de McLaren. Là, au niveau de Norris, il y a un moment où il faut faire confiance à l'équipe effectivement. Et Norris, je tiens à le préciser, ça fait quand même 2 fois qu'il ignore le fait de la pluie. Spa, il doit la gagner cette course aussi, puisque du coup il n'y a pas eu de course derrière et qu'il doit chercher cette pole position. Il est plus rapide que tout le monde. Il ignore le fait pluie. Il ignore encore le fait pluie là. C'est dur hein, sur ce. Je suis dur, mais le fait est commun. Le fait est commun dans le sens où il se dit qu'il va avoir, et comme disait Daniel par rapport à, entre guillemets, cette école Lewis Hamilton, il va pouvoir, au talent, entre guillemets, gérer ce que les autres n'arrivent pas à gérer. Eh ben non, justement, il y a un moment donné où il faut rentrer, et là, il fallait rentrer. Ça fait partie de l'apprentissage, il a pris une gifle, et juste pour conclure, cette génération des pilotes arrivés en 2019, Russell qui perd Sakir, il doit gagner. C'est vrai. Norris hier, Albon, on peut lui attribuer l'Autriche en 2019. Le Brésil, ça commence à faire beaucoup. Le Brésil, ouais, ça commence à faire beaucoup. Exactement.
Quatrième et dernier renseignement, chers amis, et là c'est un constat, on va voir Daniel si tu partages le constat de mes deux amis à ma gauche. On a assisté à un Grand Prix illisible mais passionnant. Illisible et passionnant, pourquoi ? Parce qu'il y a eu cette piste mouillée en Q2 qui a permis à tous les pilotes bien sûr d'avoir le choix des gommes au départ, la prolifération des stratégies décalées. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, Hamilton a calqué sa stratégie sur Max Verstappen et pourtant Verstappen est parti en hard et Hamilton est parti en médium. Il y a eu plein de cas comme ça qui ont été assez intéressants, qui ont rendu la compréhension de cette course assez compliquée. D'autant plus que quand les garçons sont passés au stand, souvent il y a eu du grabuge, il y a eu des problèmes et donc du coup on ne comprenait plus véritablement la physionomie de cette course. Et puis la pluie qui a surpris tout le monde, je le disais, on en parlait tout à l'heure, des analyses météo un peu contradictoires en cette fin de course au sein des écuries. Et il s'est passé beaucoup de choses, mais la réalisation ne nous a pas tout montré. Est-ce que tu es d'accord, Daniel, sur le fait qu'hier on s'est régalé, mais qu'hier on n'a pas tout compris quand même ? Ben, on n'a pas tout compris, mais parce qu'il y a aussi un fait de cette saison qui est nouveau, et c'était un de mes dadas depuis plusieurs années, ils ont enfin réussi à réduire les coûts, le développement et à resserrer le niveau du plateau. Donc on a des voitures qui sont beaucoup plus proches les unes des autres, et ça contribue au suspense de cette saison, parce que selon les week-ends, selon les circuits, selon l'état de forme des pilotes, c'est les Ferrari qui sont bien, ou les McLaren, ou même les AlphaTauri. Et ça rend vraiment la F1 beaucoup plus intéressante. Mais c'est une question de fric. Ils ont réussi à limiter la course à l'armement. Et du coup, la marge de Mercedes et de Red Bull est toujours importante, mais elle est moins importante. Donc ça permet à d'autres écuries de briller. Et ça relance aussi l'intérêt de la Formule 1, au-delà du duel Hamilton-Verstappen. Ce qui prouve d'ailleurs que la réglementation actuelle est faite, mine de rien, pour des voitures qui ont des gros écarts de performance. Parce que quand on voit à quel point la voiture qui est censée être... Les deux voitures qui sont censées être les dominantes ne peuvent pas dépasser d'autres voitures, à part grâce au DRS. Et encore. Et encore, pas sur McLaren. ça prouve quand même que cette réglementation-là, elle va plus du tout avec le resserrement des niveaux. Donc il y a réellement un changement, heureusement qu'il arrive, à faire très très vite, parce que on adore en fait ces grilles où tu as Max Verstappen, Valtteri Bottas, Charles Leclerc derrière, Norris, Sainz, Russell devant. Mais en fait, comme on grille, on a vu que ça reste, c'est magnifique pour le résultat et tout machin. Mais au final, les vrais niveaux ne sont pas respectés parce que il y a trop de perturbations aérodynamiques. Donc oui, effectivement, ça devient illisible parce que le règlement n'est pas fait pour avoir des voitures dominantes derrière. Et qu'on ne voit pas les réelles forces en présence dans ces moments-là, je trouve. Et ce que j'ai trouvé vraiment passionnant sur ce Grand Prix, c'est effectivement les différentes stratégies pneumatiques. Certains partent en médium, d'autres partent en dur. Et justement, le fait d'avoir cette liberté stratégique offre, mine de rien, une course. À un moment, on avait un top 3, je crois que c'était Pérez, Alonso, Leclerc, si je ne dis pas de bêtises. Tiens donc, ça te plaît, ça ? Bah évidemment, ça me plaît. C'est une Pérez, Alonso. safety car ou une voiture de sécurité virtuelle à ce moment-là. Norris, il peut se retrouver grand perdant. T'as un podium complètement improbable. Donc sur 10 tours, tu avais ce podium potentiel. Tu as des stratégies, effectivement, Verstappen qui se calque sur Lewis Hamilton. Ce qui peut-être que sans la pluie, ça aurait posé problème aux Néerlandais. On l'a vu déjà déposé par Fernando Alonso, par exemple, au hasard. Mais t'es payé ou pas par Alpine, je veux dire ? Ah non, absolument pas. Écoute, il y a des pilotes de talent, certains. Non, mais plus sérieusement, enfin, quand tu vois, regarde, ce tableau avec certains qui partent en dur, d'autres en médium, j'allais dire en tendre. Il y a un seul pilote qui a mis les tendres, c'est Tsunoda. Il est complètement passé à côté de son Grand Prix, le ça pauvre. a duré 2 tours. C'était compliqué. Non, mais très sérieusement. Et puis après, il y a l'arrivée de la pluie, c'est un bonus. Les choix payants ou pas, Leclerc qui perd, Alonso qui perd, Norris qui perd. Mais effectivement, juste le choix pneumatique en avant-course, sincèrement, ça donne quand même de belles idées pour la suite. Et on espère finalement avoir des Q2 pluvieuses jusqu'à la fin de la saison. Exactement, et peut-être une règle sur le choix des pneumatiques libres, je ne sais pas, dès la saison prochaine, admettons, voyons, on verra en tout cas bien évidemment tout ça. Et puis on rappellera que c'est vrai que Sochi, on dit toujours que c'est très difficile de dépasser, on l'a vu hier, c'est très difficile de dépasser, mais on a eu beaucoup d'actions en piste, et puis on pourrait dire aussi ce début de grille avec des habitués du fond de grille, et cette fond de grille avec des favoris, c'était quand même assez extraordinaire. Un petit point comptable à la fin de ce débrief, bien sûr, du Grand Prix de Russie. Classement pilote, classement constructeur. Au pilote, je vous l'ai dit tout à l'heure, Lewis Hamilton reprend la tête pour 2 petits points devant Max Verstappen. Bottas creuse l'écart bien sûr sur le malheureux Lando Norris et sur Sergio Pérez, qui permet bien sûr à Mercedes de s'envoler un petit peu au classement des constructeurs. Et puis vous le voyez, ce Leclerc, Sainz surtout, qui pose énormément de problèmes
problème à Charles Leclerc. Ça y est, il a pris l'avantage en tout cas sur le Monégasque et il a ce petit matelas. On suivra bien sûr les aventures des deux Ferraristas tout au long de cette fin de saison. Un petit point sur le programme qui vous attend dans cette suite d'émissions. Je vous l'ai dit, il y a des nouveaux habillages, une nouvelle organisation et on se régale. On va rentrer dans une 100% spéciale Lewis. Le décryptage, Daniel Ortelli qui va nous parler de sa bio sur Lewis Hamilton. Pourquoi il a écrit sur le septuple champion du monde. Le débat, qui es-tu vraiment Lewis Hamilton? Parce que c'est un garçon que l'on voit évoluer depuis plus de 15 ans en Formule 1. Et avant de lire ce bouquin, je me demandais qui est vraiment Lewis Hamilton. Après avoir lu ce bouquin, je me pose encore plus la question, tant le personnage semble parfois avoir des incohérences, etc. Et puis on terminera, si on a le temps, sur un petit quiz. Lewis Hamilton, on lance tout de suite les amis, le décryptage. C'est les joies du direct, même si on n'est pas en direct, vous le savez, bien évidemment. On était en plein échange avec Hamza Ramani, échange technico-tactique, bien sûr, concernant la construction de cette émission. Un livre est sorti il y a maintenant quelques semaines, Lewis Hamilton, la route du champion, aux éditions, bien sûr, City. Vous voyez, on l'a lu, hein, on a même tout postité pour garder, bien sûr, le meilleur d'un bouquin qui fait à peu près 300 pages et qui nous a, il faut le dire, régalé. Daniel Ortelli qui nous propose donc sa biographie de Lewis Hamilton. Petite citation, tiens, pour attaquer le contenu et rentrer dans le vif du sujet, une citation qu'on a tirée du bouquin, qui est dans l'incipit de ce bouquin. Sir Lewis est un modèle pour toute une génération et son histoire est proprement extraordinaire car il n'avait pas au départ les atouts financiers pour percer dans le sport le plus cher au monde, le plus inégalitaire, à la fois le plus glamour et le moins juste. Il ne sait pas encore quand il va arrêter la F1, mais il restera comme un des plus froissables. Non, c'est pas froissable. C'était pas froissable, c'était autre chose. Formidable champion depuis 1950. Son histoire est forte, exemplaire. Il fallait donc la raconter. Un bouquin pourtant, Daniel, qui n'était pas forcément prévu, qui a été proposé par ton éditeur, City. Et pourtant, ce qui est très étonnant, c'est que l'histoire semble évidente. Pourquoi tu n'as pas eu l'idée plus tôt ? Parce que j'avais arrêté de couvrir la F1 en 2016, et donc après le titre de Nico Rosberg, et parce qu'après 5 ans de F1, j'étais complètement carbonisé. Et c'est Frédéric Veil donc de City Edition qui m'a appelé un jour du mois d'août en me disant « Est-ce que tu pourrais pas me faire une bio de Lewis Hamilton ?» Je dis « Mais très volontiers ». Donc j'y avais pas pensé, je ne m'étais pas dit tiens je vais la faire maintenant parce qu'en fait on ne sait pas quand ça va s'arrêter la carrière de Lewis donc là il m'a dit il va y avoir le 7e, enfin il y a eu le 7e titre, non c'était avant le 7e titre, donc il a eu du nez Fred et il m'a dit est-ce que tu veux me faire une bio? Je dis ben oui très volontiers, mais je ne savais pas du tout comment j'allais la faire. J'avais aucune idée parce que je savais qu'il y avait eu des bios de Lewis. Une seule en français par Lionel Froissart, mon excellent confrère. Et lui, c'était dans les pas de Lewis Hamilton avant qu'il soit champion du monde, c'était en 2007. Et depuis, plus rien en français. Et il y avait eu tout un tas de bios revus et corrigés, remises à jour côté anglais, dans lesquels il y avait des tonnes et des tonnes d'histoires de Lewis, mais faites par des Anglais pour des Anglais. Donc je lui ai dit OK, sans trop savoir comment j'allais faire. J'ai eu 2 mois de grosses angoisses parce que je ne savais pas par quoi commencer. S'attaquer à un monstre. Et puis après je suis parti. Donc j'ai proposé le titre Le Prince Noir. Évidemment, tout le monde a sauté au plafond. C'était pas du tout politiquement correct. Donc on a fait un truc plus sobre. Et puis je me suis mis à chercher dans toutes ces interviews de Lewis, ces bios de Lewis, ces articles sur Lewis, et j'ai trouvé plein de perles, des trucs merveilleux que je ne savais pas. Justement, avant de donner la parole à Brice et Hamza, quand on lit ce livre, on a un bouquin très journalistique, parce que très fouillé, je reviendrai sur la méthodologie dans quelques instants, mais on a l'impression, en te lisant, qu'il y a une sorte de fascination pour Lewis Hamilton, que toi tu as découvert de visu en 2012, quand tu étais envoyé par l'AFP sur les circuits. C'est-à-dire que tu as suivi Lewis Hamilton chez McLaren, tu as suivi ensuite Lewis Hamilton chez Mercedes. Quelle est la part de journalisme et de fascination pour le sujet et pour le personnage ? Je pense que je suis comme tous ces journalistes anglais dont je parle dans le livre et dont je reprends des articles. J'ai été sous le charme de ce gars, parce que je l'ai vu en plus. J'ai commencé en 2012. En 2012, il est au fond du trou chez McLaren. La McLaren ne gagne pas. Et après, il sort de ce tunnel pour rentrer chez Mercedes. Il gagne chez Mercedes. Et puis, il perd face à Nico. Donc, j'ai suivi toutes ces étapes où il n'était pas forcément au top, avec des courses où il arrivait à montrer son talent, mais pas souvent dans la saison. Et petit à petit, j'ai vu que ce gars avait un rapport très, très spécial avec son entourage, avec les gens avec qui il travaillait, avec les journalistes. Et c'est ça qui m'a fasciné, c'est cette capacité à être toujours
assez d'égal humeur. J'étais pas là quand il était très jeune et très arrogant et très énervé et qu'il énervait tout le monde. Moi, j'ai vu les belles années où il commençait à mûrir avec Jenson Button, chez Mercedes, etc. Et où c'était un nouveau Lewis Hamilton par rapport au Lewis de son début de carrière. Justement, pour venir, avant de vous donner la parole, les garçons, pour vraiment que les gens comprennent qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce bouquin, il y a cette méthodologie. Parce que tu n'as pas eu accès à Lewis Hamilton en direct. D'ailleurs, Lewis Hamilton est très, très inaccessible, même pour Canal+, qui le connaît très très bien. C'est des interviews qui mettent 1 an, bien sûr, à se mettre en place. Tu n'as pas eu accès à Lewis Hamilton. Par contre, tu as fait un énorme travail de recherche, comme tu l'as expliqué. Et notamment, tu t'es nourri chez ceux qui ont fait la carrière de Lewis Hamilton, qui l'ont protégé. C'est les médias britanniques. Et ça, c'est un aspect qui est très, très, très intéressant dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est quelque chose peut-être qu'on ne connaît pas en France. C'est que les journalistes britanniques, les médias qui l'ont soutenu, aidé, protégé depuis le début de sa carrière, ont dépassé leur fonction de journaliste en définitive. Oui, parce qu'ils étaient là quand ils étaient bien plus jeunes, quand on commençait à parler de Lewis, parce que Ron Dennis avait mis plusieurs millions de livres sterling sur la table pour qu'il devienne pilote de Formule 1. Donc ils ont vu toute l'histoire de Lewis Hamilton, ils ont conservé leur job un petit peu grâce à lui, parce que les Anglais parlaient de F1 et parce que Lewis était le champion, et que Jenson, après son titre, avait été un peu en roue libre. Donc c'était Lewis le nouveau... le nouvel ambassadeur, porte-drapeau du sport automobile britannique. Et donc, il a fait leur carrière. C'est-à-dire qu'ils ont fait 20 ans de F1, ou presque 20 ans, enfin 15 ans de F1, grâce à Lewis. Donc du coup, moi je dis que c'est une espèce de garde rapprochée, de garde prétorienne. Et je disais tout à l'heure, même les gars qui étaient supposés faire du trash pour des tabloïds anglais comme The Sun, et Ben Hunt, qui est un excellent journaliste, mais il n'a jamais écrit quelque chose de négatif sur Lewis Hamilton. Il a laissé les gars des pages 3 dire qu'il était sorti avec tel ou tel top modèle, mais il s'en est pas du tout occupé. Il s'est occupé de la bagnole. Et voilà, donc tous ces journalistes dont j'étais très proche, parce que je m'entendais très bien avec eux, petit à petit, je suis rentré un peu dans le club. Donc j'allais le samedi à la conférence de presse un peu exclusive de Lewis avec les journalistes anglais. Et il était très cool. Il racontait plein de trucs sur un ton vraiment très détendu. Il n'était pas du tout en situation défensive de devoir se protéger d'accusations éventuelles. Voilà. Donc ça aide à comprendre le personnage et ça permet ensuite, quand on trouve des articles sur lui, de prendre ce qu'il y a de plus significatif sur son histoire. Daniel, tu sais que Laurent Ruquier a Zemmour et Nolo, Emmanuel Moine a Hamza Rahmani et Brice Germain. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce livre, Lewis Hamilton, La route du chemin? Je t'en prie. La route du champion. La route du champion, pas la route du chemin, oui, en effet, ça aurait été bizarre. 3 sables donc. Pour moi, la question qui reste toujours en suspens quand on parle de Lewis Hamilton, c'est bordel, mais qui est ce mec? Ouais. C'est-à-dire que on voit le talent du pilote, on voit le pilote s'exprimer, et on a toujours l'impression qu'à la sortie de la voiture, depuis 15 ans, qu'il doit prendre une posture qui n'est pas ce qu'il est réellement. Et j'ai l'impression, avec le livre de Daniel, que Daniel nous donne toutes les cartes possibles pour essayer de nous faire notre propre avis sur qui pourrait être Lewis Hamilton, de par comment les médias l'ont vu, comment sa famille l'a vu, comment le pays l'a vu aussi. Le pays l'a vu et comment lui a évolué. Moi, je ressors du bouquin avec plein de tips, plein de choses, anecdotes, faits, parcours de vie qui me permettent de me dire j'aime pas cette face-là de Lewis, j'aime bien cette face-là de Lewis, je pense qu'il est comme ci, comme ça. Je ressors avec aucune vérité générale, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que qui pourrait prétendre savoir qui il est? Mais il n'y a pas de A ou B, quoi. C'est pas oui, et je ressors avec des... je pense que ça c'est bien, je pense que ça c'est... Et du coup, en fait, j'en apprends plus sur mon rapport, moi, à Lewis Hamilton, par le prisme de Daniel. Et du coup, c'est ça que j'ai principalement apprécié. Hamza, t'as appris des trucs dans le bouquin que tu ne savais pas? Moi, ce que je trouve passionnant aujourd'hui, c'est de lire en 2021, du coup, les articles, justement, les différents recueils d'articles de 2010, 2012, 2017. De voir, avec le recul forcément, on l'a aujourd'hui, comment il a évolué, comment il a progressé, ce qu'il est devenu. Et mine de rien, je me rends compte que pas mal de journalistes anglais, à l'époque, avaient... il y avait quelque chose, il y avait peut-être une odeur particulière, peut-être qu'ils sentaient, je ne sais pas si ils étaient intimement convaincus qu'il allait devenir le grand champion, alors peut-être pas les 7 titres, mais le grand champion qu'il est devenu. Mais j'ai l'impression que chez beaucoup d'Anglais, il y avait cette sensation qu'il allait faire quelque chose de grand. Et cette certitude même, tu peux dire. Hein. Je ne sais pas si c'est une certitude. Très tôt, en tout cas. Une certitude qui était vraiment... qu'ils avaient au fond d'eux,
ou si c'est aussi la volonté, comme tu le disais, comme vous le disiez tout à l'heure, de ne pas aller mettre des bâtons dans les roues à Lewis Hamilton. Mais aujourd'hui, en 2021, de voir ça, ouais, ils ont eu le flair, quoi. Il y a une sensation de gamin élu. Il y a une sensation de c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est lui et ça sera lui. Là, t'empiètes un peu sur le débat. Donc, du coup, je vais relancer Daniel. C'est quoi l'anecdote que tu as le plus aimé raconter dans ce livre? Moi, j'adore l'anecdote du bowling. Parce que l'anecdote du bowling, c'est ma préférée. Donc, imaginez, le gars, il a 20 ans, 21 ans. Il s'est entraîné Excellent. comme un forcené dans la salle de gym parce qu'il sait qu'il va rentrer en Formule 1 depuis 6 mois. Il part en stage d'avant-saison en Finlande. Grâce à Mika Hakkinen, ils ont trouvé un chalet au fin fond de la Finlande, dans un village, pour faire un stage d'avant-saison. Évidemment, Fernando n'est pas là. Avec tout McLaren, non? Voilà, donc c'est lui l'heureux élu qui va rentrer en F1 avec les mécanos, les ingénieurs, toute l'équipe. Et les gars lui disent demain on va au bowling. Et donc lui, il fait l'idiot. Il dit ah bon, vous allez jouer au bowling, mais je sais pas du tout jouer au bowling. Donc il demande au mec le plus fort de la vedette locale du bowling de lui donner un cours accéléré de bowling. Et le lendemain, ils vont au bowling comme prévu et il bat tout le monde. Donc les mecs se disent waouh, quel mec incroyable, il nous a tous battus au bowling alors qu'il n'a jamais joué. En fait, on apprend un peu plus tard que depuis que ses parents sont séparés, donc depuis l'âge de 12 ans, il va au bowling toutes les semaines avec sa mère. Donc il est très très fort au bowling. Mais pour s'attirer, si tu veux, la sympathie de toute cette équipe qu'il ne connaît pas, il va faire semblant de ne pas savoir jouer au bowling et d'être une espèce de prodige du bowling en 1 heure d'entraînement avec la vedette locale. J'adore cette anecdote, ça montre bien à quel point il est intelligent et à quel point il fait tout ce qu'il faut pour que son entourage soit voué à l'aider à tout prix. Enfin, il est très malin, il a une capacité à gérer les relations humaines que n'ont pas la plupart de ses collègues. Il est très très fort dans ça. Et cette haine de la défaite, juste pour conclure, il y a une autre anecdote. Je crois que c'est De La Rosa qui faisait du tennis avec Hamilton. Il y a eu un match, De La Rosa l'a battu, Hamilton n'a plus jamais rejoué avec lui. C'est possible, oui, c'est ça. Il a horreur de perdre. Et voilà. T'en avais une sur White Marsh aussi qui t'a beaucoup plu, non? Si je dis pas de bêtises. Moi, ça sur White Marsh, c'est le coup du t'es pas content, je te déchire le contrat. C'est pas assez près quand même de la correctionnelle. Non, mais oui, c'est plein de petites choses, mine de rien, qu'on ne sait pas forcément sur les rapports humains qu'entretient Lewis Hamilton au sein de son sport. Parce qu'aujourd'hui, si d'aucuns le considèrent comme le roi du sport, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été l'enfant prodige. À un moment donné, ça a été l'enfant arrogant. Après, ça a été le surcoté. Après, ça a été il est dans la Mercedes, donc il va gagner. Il n'est pas fair play avec Nico Rosberg. Il y a eu plein de phases en fait de vision de Lewis Hamilton. Complètement. On a cru longtemps qu'on avait beaucoup de certitudes sur le garçon et ces certitudes sont parties en fumée. Pourquoi on évolue autant sur Lewis Hamilton? Parce qu'on n'arrive pas forcément à cerner qui c'est et qu'il évolue énormément et que je pense que plus ça va, plus on voit un vrai visage qu'il a certainement caché depuis des années. Brice l'a dit, on sent bien sûr à la lecture de ce livre, je le rappelle, Lewis Hamilton, la route du champion et pas la route du chemin. On sent dans ce bouquin que Hamilton est un personnage complexe, tourmenté, plein de contradictions. Est-ce que maintenant, Daniel, après avoir travaillé sur ce livre, est-ce que tu penses savoir qui est vraiment Lewis Hamilton? J'ai compris que c'était en fait un gars très simple qui était très entouré par sa famille. Et en fait, il reproduit un schéma familial avec tous les gens avec qui il travaille. Donc, j'ai un peu réfléchi par rapport à cette émission. Et je me suis dit, c'est évident. Ron Dennis, c'est son premier père adoptif qui lui met l'argent sur la table pour passer du karting à la Formule 1. Niki Lauda, c'est son père spirituel qui l'inspire, mais de A à Z pendant ses années Mercedes. Et c'est pour ça que quand il fait la pole à Monaco, 3 jours après la mort de Niki, il est bouleversé. C'est un des moments les plus émouvants de la carrière de Lewis pour moi, parce qu'il est allé chercher cette pole alors que franchement, il n'avait pas la tête à tourner à Monaco. Et puis, ça va jusqu'à Toto Wolff. Toto Wolff, c'est un peu son grand frère. Angela Cullen, dont on parle beaucoup, on se demande si c'est sa copine, c'est sa petite sœur. Elle porte le casque, etc. L'autre jour, elle a fait un tweet pour dire oui, je porte le casque, c'est mon boss, et ça me dérange pas de porter le casque, et je considère pas que ça donne une image négative ou de la femme. Voilà, c'est mon job, je porte son casque et tout va bien. Mais il a besoin de cet entourage familial parce qu'il se protège dans cette espèce de bulle. Il gère sa communication beaucoup mieux qu'il y a 10 ou 15 ans, quand c'était une boîte de com qu'il faisait et qu'il apparaissait comme vraiment un petit gars arrogant et désagréable. Voilà, et maintenant, j'ai l'impression que c'est un gars qui a construit sa carrière à force de travail et
et en étant très très bien protégé. Donc du coup, ça l'aide beaucoup à obtenir ses résultats parce qu'il est dans les conditions idéales pour prendre les bonnes décisions, pas faire trop d'erreurs, etc. Donc c'est un modèle, à mon avis, pour toute une génération de pilotes, et on peut imaginer que George Russell et Lando Norris vont s'inspirer de lui pendant 10 ans. Lewis Hamilton, selon Daniel Ortelli, c'est bien sûr dans ce bouquin, mais qui est vraiment Lewis Hamilton? On va essayer de répondre dans cette question à travers le débat. Qui est vraiment Sir Lewis Hamilton? On va essayer de se poser cette vraie question en se basant encore une fois sur ce livre, car comme l'a dit Brice, c'est truffé de faits, c'est truffé d'histoires, d'anecdotes, et du coup on peut faire son petit marché et justement essayer de définir le contour de la véritable personnalité d'un champion, en tout cas qui aura marqué l'histoire de la Formule 1, on le rappelle, une 100e fois vainqueur de Grand Prix hier du côté de la Russie. Un débat qui va s'articuler en 3 parties, vous allez le voir. On va parler de l'homme avec l'ascension du prince noir, et justement on reviendra sur cette expression parce qu'elle est très importante. Le côté champion, ce talent inné, ce parcours d'invincible, garçon qui n'a perdu ou perdu que face à lui, qui n'a jamais perdu ou perdu que face à lui-même quelque part. Et le côté star aussi, est-ce que c'est pas le plus bel emblème de l'histoire de la Formule 1 avec ses combats sociétaux, avec ce qu'il dégage et le fait qu'il ait ramené aussi un peu de glamour chez les pilotes F1. On part tout de suite sur la première partie et justement l'ascension du prince noir. Regardez avec ce tableau, parce que ça c'est quelque chose qui est très prégnant dans l'histoire de Lewis Hamilton, et surtout dans le bouquin c'est des choses aussi qu'on apprend. Le prodige de la filière britannique. Il a quand même une ascension médiatisée, il est médiatisé très très jeune ce garçon, dans un système méritocratique, et j'insiste là-dessus parce que ce système anglais, il est quand même assez incroyable. Il a permis à un garçon qui n'avait rien à voir avec le sport automobile, grâce à l'aide des médias, on parlait du fait qu'il était chouchouté et protégé par les médias britanniques. Il faut savoir que les courses de karting de Lewis Hamilton passaient à la télé à travers des grands médias qui brandaient, ils namaient ces compétitions-là. Bref, un véritable système méritocratique à l'époque qui existait du côté d'Angleterre. Un père de grillage, c'est comme ça, Daniel, que tu parles dans le bouquin de Anthony Hamilton. Les pères de grillage, c'est les gens, vous savez, pleins d'ambition, les gens qui gueulent derrière le grillage, qui ont parfois peut-être plus le rêve de devenir pilote que leur enfant eux-mêmes. Et cet enfant qui gère cette pression absolument incroyable, lui qui n'a pas toujours été le chouchou des Anglais, vous y reviendrez peut-être dans cette partie. Et puis, il y a quand même ce truc, c'est cette obsession, il faut absolument qu'on parle de ça, et sans concession pour le coup, cette obsession autour de sa couleur de peau. Et cette première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on n'a pas un peu trop stigmatisé Lewis Hamilton à en faire le prince noir, le Tiger Woods de la F1? Tu en parles beaucoup dans ce bouquin. Jean-Louis Moncey qui avait dit c'est le premier pilote de race noire à être champion. Est-ce qu'on n'est pas tombé dans cet écueil-là de sa couleur de peau avant son talent? Tu le dis dans ce bouquin, et j'ai pris la citation, en carte, il dénotait, pas par sa couleur, mais par son talent. Et on sait, l'identité, c'est aussi les démons de Lewis Hamilton. 2 exemples, encore une fois, qui sont dans le bouquin dont vous allez parler. La discussion avec Toto Wolff sur est-ce que tu te sens blanc, et cette autre discussion aussi où il dit, dans son arrivée dans le sport automobile, j'ai la peur d'être le noir dans un milieu de blanc. Il y a aussi le fait qu'il est métis, mais qu'il veut se présenter comme noir, tu l'as bien expliqué. Et une autre question sous-jacente, puisque tu le dis, il n'a pas bénéficié d'une certaine discrimination positive, et je crois que quelqu'un autour de ce plateau n'est pas tout à fait d'accord sur l'analyse avec toi. Qui est-il vraiment, Sir Lewis Hamilton? Parlons de l'ascension du prince noir, le début de sa carrière et cette question identitaire qui l'a accompagné tout au long de sa carrière. Moi, je veux savoir qui, pour toi, dans la question, qui l'aurait stigmatisé? Tout le monde. Le public, les médias, les grands commanditaires aussi qui avaient peut-être besoin qu'une personnalité issue de la diversité arrive dans un sport, on l'a dit, où il y a très très peu de diversité. Moi, je pense sincèrement que le talent, en fait, il se voyait avec son casque et personne s'en fout, tout le monde devait s'en foutre à ce moment-là au niveau du talent, de qui il était, d'où il venait, de sa couleur de peau. Ça, en piste, je pense que tout le monde s'en foutait. En revanche, et là où, par exemple, je ne suis pas forcément d'accord avec l'analyse de Daniel, mais Daniel a son analyse et son ressenti par rapport à ça, je pense que quand des grands investisseurs se pointent, que McLaren se pointe, quand ils voient la situation des Hamilton, la bagarre sociale et la bagarre de labeur de Anthony Hamilton, le fils de divorcé, le mec qui se bat pour aller chercher un baquet, je pense que l'histoire, pour eux, en tant qu'investisseurs, en tant que financiers, l'histoire est belle. Et que l'histoire à mettre en avant est belle. Pour l'image de McLaren, pour l'image de ces investisseurs-là,
Je pense qu'avec le talent de Lewis, ils se disent qu'à talent égal, il y a beaucoup mieux à faire avec ce garçon-là. C'est mon avis. Je ne pense pas du tout qu'il a été avantagé de quelque manière que ce soit, mais je pense que ça a été un plus pour les financiers que de se dire ce gamin a du talent et son histoire va émouvoir la Grande-Bretagne, va aider à ce que la Grande-Bretagne le porte au sommet. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop stigmatisé, Daniel ? Mais ils ont 20 ans d'avance sur Netflix, les gars. Ron Dennis, il connaît Oui. la F1 comme sa poche, il l'a vu évoluer, et il sent bien qu'il y a un coup à jouer. Donc en plus, il a au même moment l'exemple de Nico Rosberg, qui est financé par son papa, Keke, qui arrive en avion sur les courses de karting, qui a le meilleur matériel. Donc il doit se dire quelque part, ça va être bien de les mettre ensemble tous les deux, parce qu'il y en a un, il est blond, il habite à Monaco, et l'autre, il est de Stevenage et il est black. Donc ça fait une histoire merveilleuse. En F1, ils ont toujours eu, et Bernie Ecclestone le premier, le sens du cinéma, le sens de l'image, le sens de ce qui fait que le sport va plaire au plus grand nombre. Donc là, c'est un exemple parfait. Donc imaginez, pendant quelques années, les gars qui sont sur les courses de karting ou de Formule Renault, etc., ils voient arriver un gars qui est donc black et qui en plus a le meilleur matériel, puisque Ron Dennis signe chèque sur chèque. Donc il y a 2 fois plus de raisons d'être jaloux. Parce que non seulement c'est l'heureux élu, mais en plus, il n'est pas de la même couleur de peau. Et les Anglais ne sont pas tous pour le multiculturalisme. Donc voilà, donc c'est un vrai phénomène de société. Et ça commence très très tôt. Mais ce qui fait qu'il continue, et que Martin Whitmarsh ne détruit pas le contrat, c'est qu'il gagne, il gagne toujours. Bien sûr. Donc tu ne peux pas arrêter un investissement sur un mec qui gagne tout le temps. C'est qu'à un moment, en fait, j'ai l'impression, malheureusement, on ne l'a pas connu jeune en karting, mais il était tellement au-dessus du lot et il gagnait tellement tout. Alors oui, il y avait ce casque jaune qui aussi pouvait l'aider à se faire remarquer, mais il était tellement au-dessus qu'en fait, la question de la couleur de peau, lorsqu'Hamilton arrive en karting, elle peut se poser pour lui et vivre toute sa vie dans un sport de blanc. Lui, Lewis Hamilton, il peut avoir une certaine appréhension ou un certain peut-être même mal-être, mais sur la piste, il était tellement au-dessus du lot finalement que l'histoire, effectivement, moi je rejoins Brice, elle est belle parce que tu vas financer un noir, potentiel premier pilote noir de F1, potentiel, on l'a vu, ça lui a donné raison, champion du monde, premier champion du monde noir, etc., etc., etc. Maintenant, il avait l'air tellement au-dessus que finalement, il y avait pas de... La question ne se posait pas. La stigmatisation, elle vient avec la jalousie. On va taper sur Nico Rosberg en disant si Nico Rosberg gagne, on va lui dire ouais, mais son père, machin, mais c'est un fils à papa, tout ça, machin. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour taper sur Lewis Hamilton à cette époque-là, dans le contexte de cette époque-là, en Grande-Bretagne, par des mecs qui avaient ces avis-là? Ouais, mais c'est le petit black et machin et tout. On va s'arrêter à ça, alors que ça n'a aucun sens. Au final, il est au-dessus du lot. Et cette stigmatisation, elle fait juste le reflet, comme l'a dit Daniel, d'une jalousie. Avec un matériel moindre, il performait. Lorsqu'il récupérait le matériel légèrement utilisé des pilotes les plus riches, il les fracassait tous. Comme Schumacher. À un moment, mais j'ai envie de vous poser une question, les gars. Quand je lis le bouquin, moi j'ai l'impression que sur la question identitaire, Lewis Hamilton, le fait de l'avoir mis en porte-étendard justement d'une certaine diversité, le fait d'avoir plus parlé de sa couleur de peau que de son réel talent lorsqu'il arrive en GP2 et même lorsqu'il arrive en Formule 1, j'ai l'impression qu'on lui a pas rendu service. J'ai l'impression qu'il est tourmenté autour de ces questions identitaires. Et il n'en parle pas beaucoup. Moi, je trouve que dans les premières années, il évite soigneusement d'en parler. Mais justement, c'est un sujet sensible, donc je ne trouve pas qu'il mette ça en avant du tout. Là, il le met beaucoup en avant depuis 2-3 ans, mais je trouve que sur ses premières années, lui, il fait comme si de rien n'était. Mais justement, je pense qu'il fait comme si de rien n'était parce qu'il en a souffert étant gamin et que du coup, il s'est fermé à cette histoire-là en lui-même se définissant comme étant le seul homme de couleur parmi ce monde élitiste de blanc. Et au bout d'un moment, après tous ces titres, il sort, entre guillemets, de ce silence-là et vient, en fait, ne peut plus se taire vis-à-vis de ça. On le voit dans le livre, en fait, qu'il a un réel mal-être tout au long de sa carrière parce que... Il l'a caché, c'est ça que tu trouves intéressant. Mais le pire, c'est qu'en fait, même les personnes qui l'aident autour de lui mettent une pression colossale parce qu'en fait, l'histoire est belle et que tu dois écrire cette histoire avec nous. Nous, on te finance cette histoire, il faut que tu l'écrives avec nous. Et le gamin, à partir de ses 8 ans, son identité, je trouve, de ce que j'en lis, ne lui appartient plus. Elle appartient à ces hommes qui veulent
créer son histoire. Et à partir de là, il n'arrive pas à se définir en tant que métis, blanc ou noir. Il se définit comme noir parce que c'est l'histoire qu'on lui met. Et je trouve qu'il a fallu attendre son 6e titre, son 7e titre pour qu'il arrive et qu'il nous dise qui il est sur la table, qu'il nous dise quelles sont ses convictions, les mal-être qu'il a, que la discussion avec Toto Wolff soit pas rendue publique plus tôt, c'est aberrant, je trouve, qu'il vienne lui dire justement cet aspect de moi, je me pose la question tous les jours. Je me demande ce que c'est que d'être noir. Est-ce que tu demandes ce que c'est d'être blanc? Et Toto Wolff lui dit non. Partir de là, c'est la base de toute son identité qu'on lui a formatée. Je voulais qu'on revienne sur un dernier point sur cette ascension, c'est le système britannique. C'est très très bien décrit dans le bouquin. Nous, on a beaucoup parlé du système de promotion des jeunes pilotes en France, à travers différents cas, Théo Pourchère, Émilien Denner, voilà, différents cas complètement différents. Là, on en apprend plus sur comment ça s'est passé à l'époque de Lewis Hamilton en Angleterre. Et la sensation qu'on a, c'est qu'un talent comme Lewis Hamilton, s'il avait été français, il n'aurait peut-être pas été jusqu'à la Formule 1. Oui, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de courses, de catégories, où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le sport automobile, un peu comme en France. Mais bon, c'est un peu comme le foot là-bas. Tout est possible. C'est-à-dire, le gars qui se fait repérer, si les Anglais mettent les moyens, et ils ont des gros moyens quand il le faut, bah, ça va très très vite. Et là, c'était des moyens privés. Nous, en France, c'est un modèle légèrement différent. Il a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a toujours fait ce qu'il fallait pour justifier la reconduction du contrat l'année suivante. Donc il a fait très attention à ne pas faire trop de conneries et il a juste pété un peu les plombs en 2007-2008 parce que c'était too much à gérer et qu'il avait des gens qui le conseillaient qui n'étaient pas forcément dans le même trip que lui. Et voilà, donc il y a cette pyramide du sport automobile en Angleterre qui permet à Lando Norris et George Russell d'arriver aujourd'hui. Et à ma connaissance, leurs pères ne sont pas millionnaires. Donc c'est que ça fonctionne. Lando, oui. Mais George Russell, je pense pas. Je sais pas sa famille, voilà. Russell. Mais on n'en parle pas. En tout cas, on n'en parle pas. On ne le sait pas. C'est qu'il y a plus de culture sport auto aussi Oui, il y là-bas. a une culture sport auto. Et puis il n'y a pas de tabou par rapport à l'argent. Il y a un tabou par rapport à l'argent en France. Oui, mais il n'y a pas de tabou là-bas. Ah, là-bas, pas du tout. Je veux dire, le fait qu'il soit un fils de milliardaire, ça dérange personne pour Lando Norris tant qu'il est bon. On s'en fout derrière d'où il vient. Voilà. Et en France, ça pose problème à tout le monde. Je pense que dire en France que tu es en sport auto parce que tu as du talent, on va toujours te ramener au fait que ah mais ton père il a fait ici, ton père il a fait ça, machin et tout. Enfin, en France, on n'a pas cette culture-là. Et les gamins en Angleterre, on les voit à partir du karting. En France, qui connaissait dans le grand public, qui connaissait Pierre Gasly avant la F2 ? Qui connaissait Esteban Ocon avant qui connaissait Pierre Gasly avant sa victoire, j'ai envie de te dire. Non, mais le public initié, mais pas spécialiste, on va dire. Okay. En Angleterre, quand Lewis va encore au collège à Stevenage, il a une voiture brandée Mercedes qui vient le chercher à la sortie de l'école, mais il se fait pas harceler. Il se fait pas harceler parce qu'il est le caïd de la classe. Il va à l'école, point final. Et quand il sort de l'école, il va faire du karting. Mais voilà, ça les choque pas. Enfin, ça suscite pas de réaction exagérée. Voilà. Et en France, on a quand même beaucoup eu de gens qui ont critiqué la F1 pendant des années, et depuis des années, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent. Ce n'est pas le cas en Angleterre. Donc finalement, le fait qu'il ait été aidé beaucoup par Ron Dennis, ça ne l'a pas pénalisé. L'homme, bien sûr, quand on parle de l'homme, on pourrait évoquer sa famille, mais on va le faire sans doute dans cette deuxième partie qui est plus consacrée au champion. Le champion Lewis Hamilton, champion avec un talent inné, garçon issu d'une famille qui n'a rien à voir avec le sport automobile. On peut le dire, sa première expérience du sport automobile, c'est très bien raconté dans le bouquin, c'est des voitures télécommandées où il a déjà les trajectoires parfaites, il a quelque chose en tout cas en lui qui laisse penser à son papa Anthony qu'il faut le mettre dans un kart, ce qu'il fera après, bien sûr, lors de vacances. L'homme de presque tous les records en Formule 1. On rappelle qu'il y a seulement 2 records aujourd'hui qui lui échappent. Et un point sur lequel on ne sera pas d'accord, Daniel, tu compares énormément Lewis Hamilton à Ayrton Senna, cette filiation entre Senna et Hamilton, qui est de facto, puisqu'on sait que c'est le pilote qui a poussé Lewis Hamilton à faire du sport automobile et aimer la Formule 1. Nous, c'est vrai qu'on défend cette doctrine de Lewis Hamilton, c'est Senna le samedi et Prost le dimanche. Et souvent, d'ailleurs, dans les différents personnages qu'on a eu de Lewis Hamilton,
avant 2016, on avait toujours tendance à dire Nico Rosberg, c'est la science de la course et Lewis Hamilton, c'est le panache. Et on se rend compte aujourd'hui que non, Lewis Hamilton, c'est encore plus que ça. C'est un mélange des deux. J'attends bien sûr vos avis là-dessus. 2 défaites seulement en Formule 1. Et quand on se remet dans l'historique, on a l'impression que c'est plus une défaite contre lui-même que contre son adversaire, contre Jenson Button et également contre Nico Rosberg. On a l'impression qu'il n'était pas impliqué à 100%. Et puis, il y a ce Lewis invincible, mais il y a ce plan de carrière qui est parfait. Tu l'as dit, très vite soutenu par Ron Dennis à hauteur de 5 millions de pounds. Le culot et l'audace avec le board de McLaren, t'en parlais bien sûr Brice, au moment où c'est lui qui va mettre la pression sur McLaren pour aller en GP2, mais aussi également au moment de rentrer en Formule 1. Son départ chez Mercedes, est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que c'est un véritable coup de maître prémédité? Et puis cette longévité, cette obsession de la perfection, cette haine de la défaite qui fait qu'aujourd'hui, à quel âge? 37, 38 ans, c'est ça 36 ans, pardon, Lewis Hamilton 85. a encore fin de record de stats. Un petit mot sur le pilote. Tiens Hamza, je te laisse commencer, sur tous les thèmes qu'on a abordés. Le pilote, effectivement, il le prouve depuis... Moi, je trouve vraiment le Senna samedi, Prost dimanche, parce qu'effectivement, sur ces dernières saisons, en tout cas, peut-être pas en début de carrière, mais vraiment sur ces dernières saisons, même lorsqu'il n'avait pas la meilleure voiture, ses luttes face à Sébastien Vettel, ses luttes aujourd'hui face à Max Verstappen, il va pas peut-être chercher à surperformer, à aller surconduire, surpiloter. Il va aller prendre les gros points nécessaires parce qu'il sait que, il le dit souvent, un championnat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il le prouve encore cette saison. Cette saison, il a moins de victoires que Max Verstappen. Pourtant, si tu vois le classement, il est devant. Parce qu'il a cette régularité. Et effectivement, c'est vraiment ce qui me fascine aujourd'hui chez Lewis Hamilton. Tu sais, c'est un peu comme... je sais pas, sur ces dernières saisons, j'ai l'impression qu'il s'améliore à chaque fois encore un peu. Tu as 2019 où il te sort une année incroyable avec la qualif à Singapour. Je sais pas où est aujourd'hui sa marge de progression, mais je sais qu'il va encore progresser, qu'il va encore me surprendre. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Senna le samedi, Prost le dimanche. Oui, tout à fait. Je trouve ça. C'est vraiment. Il s'est construit comme ça, en soignant les préparatifs du samedi, en soignant les préparatifs du dimanche, en passant beaucoup de temps avec ses ingénieurs, en travaillant énormément, parce que c'est un monstre, un bourreau de travail. Depuis quelques années, on le voit beaucoup moins dans les soirées people, etc. Donc il a des moments comme ça de respiration où il fait du surf, où il fait du ski de randonnée, où il fait tout un tas de sports plutôt nature. Il est obligé de bosser beaucoup parce que c'est compliqué de rester à ce niveau-là. Tout le monde le dit, c'est un peu un cliché, mais rester au sommet comme il le fait, c'est phénoménal. Et pour parler du passage chez Mercedes, j'en parle maintenant parce que comme ça c'est fait, quand il décide d'aller chez Mercedes, tout le monde autour de lui dit n'y va pas. Parce que Mercedes à l'époque c'est pas une bonne écurie et il y va et c'est lui qui décide d'y aller parce qu'il pense que c'est là-bas que ça va être intéressant. Et voilà, donc je sais pas ce que tu en penses Brice, mais il a suivi son idée. C'est aussi c'est l'inconvénient d'avoir construit une famille autour de lui. C'est qu'au moment de partir, tout le monde va lui dire que non, qu'il faut rester dans la famille. Et donc, en fait, on peut pas être entouré de manière aussi bienveillante et ça derrière, va très loin dans cet effet-là du côté de McLaren. Et s'attendre à ce qu'au moment où on veuille la quitter, il y ait une lucidité de tous les éléments. Et en l'occurrence, lui, il a eu la lucidité pour sortir de ce cocon-là, quitte à mettre Ron Dennis dans un état quand même d'énervement et de mauvaise foi, pour moi, qui m'a absolument étonné quand je lis le bouquin. Je voulais juste revenir sur un fait que j'ai noté dans le livre, et on parle souvent de son rapport à Senna, tout ça, machin. Et nous, on s'évertue dans l'émission à ne pas comparer les époques, et je trouve que début 90 et 2007, au moment où il arrive, c'est pas comparable. Et il y a un journaliste anglais, et je m'excuse parce que j'ai oublié de noter son nom, qui cite dans le livre quelque chose qui m'intéresse énormément. Il ne compare Hamilton qu'avec des pilotes avec qui il a roulé ou qu'il a connu. Mika Häkkinen, il l'a pas connu, mais il n'a pas roulé avec, mais il l'a connu. Et je trouve que du coup, ça rend l'analyse beaucoup plus réelle de ce qu'est Lewis Hamilton. Il dit: son pilotage avait déjà une souplesse qui a toujours manqué à Michael Schumacher. Il n'avait pas l'acuité de Fernando Alonso. Il était plus excité que Kimi Räikkönen et en faisait plus avec le train avant que Mika Häkkinen. Et ben moi, je comprends beaucoup plus Lewis Hamilton en parlant de ça qu'en évoquant un mysticisme de Senna qui lui ressemble, oui, mais qui n'a pas d'emprise, d'ancrage dans le réel. Là, j'ai un ancrage dans le réel et là, je comprends le talent de Lewis Hamilton. Donc, pour moi, ça, si on veut comprendre comment Lewis Hamilton est complet, on regarde cette phrase et on a tout compris à mon sens. Et il le prouve d'entrée, parce que moi j'avais oublié effectivement son début de saison complètement fou. Là, c'est 9 podiums sur ses 9 premières courses en F1 où il pulvérise le record de précocité.
C'est vrai que j'avais complètement zappé ce début de saison qu'il avait, enfin cette régularité qu'il avait tout de suite dès son arrivée en Formule 1. Donc mine de rien, le Prost, entre guillemets, à chaque fois on dit le Prost, ce qu'on veut dire c'est la régularité et la possibilité de prendre des gros points même quand tu peux pas gagner. La science de la course. La science de la course, Hamilton, finalement il l'a toujours eu. Sauf qu'avec ses défaites, notamment celle de 2016, face à Nico Rosberg, alors qu'il fait une saison où il a plus de victoires, plus de pôles, il a l'abandon en l'occurrence en Malaisie qui lui coûte le titre, mais et qui n'a pas eu de chance derrière de combattre face à Nico Rosberg en 2017, puisque Nico Rosberg, faut-il le rappeler, a préféré abandonner la Formule 1. Ça, t'aimes bien le rappeler. Ça, c'est un combat, ça aussi. Oui, non, mais oui. Combat sociétal d'Anzara m'a dit ça. Parce que, mine de rien, Hamilton en Formule 1 aujourd'hui, c'est au moins une victoire par saison, c'est au moins une pole par saison. 2013 chez McLaren, c'est 5 pôles. Chez Mercedes, pardon, c'est 5 pôles. Oui. Ça place le pilote. Deux aspects que je veux voir sur cette partie avec toi, Daniel, et bien sûr les gars, n'hésitez pas à rebondir et à réagir bien sûr dessus. Il y a déjà le cas Mercedes. On voit très clairement dans le bouquin que le move chez Mercedes, c'est quelque part retrouver sa liberté, sortir du carcan familial de sang, c'est-à-dire s'éloigner de son père, s'éloigner de sa famille qui l'a amené jusqu'à la Formule 1, McLaren, et aller rechercher son espace de liberté où on le laissera faire ce qu'il veut, communiquer comme il veut du côté de chez Mercedes. On a l'impression en lisant le bouquin que c'est comme ça que Niki Lauda le convainc. Il y a une autre théorie qui dit mais Lewis Hamilton savait que Mercedes aurait l'avantage dans l'ère hybride et qu'avec ce V6 turbo, ils allaient faire la différence et qu'ils pourraient justement aller chasser tous les records qu'ils voulaient chasser depuis le début. Où est-ce que tu te situes toi dans ta compréhension de ce move de McLaren vers Mercedes? Je pense qu'il est sous le charme de Niki Lauda, puisqu'on a cette anecdote de Niki Lauda dans sa cuisine qui le convainc définitivement de passer chez Mercedes. Il n'est pas idiot, donc il sait que Mercedes, il y a un gros budget, et à l'époque, il y a un énorme budget pour préparer l'ère hybride, donc il n'est pas fou, et il se dit, bon, bah, en plus, il sait que McLaren est un peu en perte de vitesse, que Ron Dennis, il a un peu du plomb dans l'aile, donc c'est logique d'aller là-bas. Et comme tu le disais très bien, c'est son entourage qui résiste en disant, mais reste là, on est bien, c'est agréable, c'est tranquille, c'est le cocon. Et là, bah, il coupe le cordon et il part ailleurs. Et il part ailleurs avec des sérieuses garanties, parce qu'il y a Michael Schumacher qui a préparé le terrain, parce que Nico Rosberg a préparé le terrain, donc il ne part pas non plus totalement dans l'inconnu. Il va retrouver Nico, qui a fait un peu le boulot préparatoire, et qui connaît très bien, et qui doit forcément lui dire bah, viens, ça va être sympa. Alors que Nico, il n'a rien à y gagner. Non, mais voilà, il n'a rien à y gagner. Il a toujours perdu dans sa jeunesse. Ou alors il lui a dit ne viens pas du tout. Mais ça, on le saura un jour, je n'ai pas encore posé la question. Donc il doit sentir que ça va bien se passer. Il ne peut pas imaginer que ça va se passer aussi bien. Il y a le côté, tu sais, il y a une chose que je déteste, c'est de dire que quelqu'un a un talent inné. C'est dans le football, de dire qu'un Mbappé, par exemple, est né avec ce talent-là, qu'un Zidane est né avec ce talent-là, qu'un Schumacher a eu ce talent dès sa naissance, etc. Là, franchement, quand on lit le bouquin, on a vraiment l'impression que c'est un vrai talent inné, parce sa famille, on l'a dit tout à l'heure, n'avait aucun rapport avec bien sûr le sport automobile. Et on a titré un talent inné, un parcours d'invincible. Est-ce qu'à la différence de beaucoup de pilotes de sa génération, parce qu'il a quand même battu une densité de champion du monde qui est quand même assez impressionnante, est-ce que c'est pas quelqu'un qui sait beaucoup plus... Bah tiens, la photo est parfaite, la photo avec Michael Schumacher. Est-ce qu'il ne s'est pas beaucoup plus nourri de l'adversité que les gens auxquels on aime les comparer, dont Michael Schumacher? Bah si. En fait, l'exemple même, c'est 2016. Je veux dire, depuis 2016, on ne voit plus Lewis Hamilton qu'autrement que par le prisme d'une machine. 2017, 2018, 2009, 2020, presque 2021, on verra. Mais il a eu une défaite en 2016, le comportement a radicalement changé. L'adversité, il en a eu, et à chaque fois, il l'a aspiré. À partir du moment où il a perdu, il a pris les enseignements de cette défaite, et il en est ressorti. Moi, je crains les défaites de Lewis Hamilton, comme les défaites du Paris Saint-Germain. À chaque fois, il revient avec un mercato de malade mental. Là, c'est pareil. Ils n'ont pas toujours des résultats derrière. non, mais dès qu'il y a une défaite de Lewis Hamilton, il revient d'une surpuissance. Mais moi, je trouve que c'est phénoménal à quel point il apprend de ses défaites et de l'adversité. Et c'est pour ça qu'il adore cette saison. Parce que cette saison lui redonne une seconde jeunesse, quoi. Il peut pas s'endormir sur ses lauriers. Il a Max qui est déchaîné, qui lui rentre dedans à la moindre occasion. Donc ça va le booster. Il va peut-être faire encore 3 ans de F1. Mais alors pourquoi Valtteri Bottas pendant 5 ans alors? Pourquoi peu d'adversité en interne? Ce paradoxe finalement de dire je suis bien avec Valtteri, Sébastien Vettel peut-être, mais finalement non.
Du coup, je vais garder avec Bottas. Je vais pas essayer de chercher un adversaire en interne un peu plus fort comme ce fut le cas avec Peut-être Nico qu'on ne se bat Rosberg. que dehors et pas à la maison. Je sais pas. Après, c'est vrai, il faut se rappeler qu'en 2016, quand même, fin 2016, il est en difficulté Hamilton chez Mercedes. Parce qu'il y a les déclarations publiques, notamment de Niki Lauda, mais pas Oui, que. oui, oui. On parle d'éventuelles sanctions à l'encontre de Lewis Hamilton pour Abu son Dhabi, comportement en piste à Abu Dhabi lors du dernier Grand Prix. Peut-être qu'il n'a pas envie de se fragiliser en interne dans le cas d'une éventuelle confrontation. Mais ça, C'est un débat qui dure depuis 30 ou 40 ans. Est-ce qu'on met 2 pilotes équivalents dans une écurie ou pas? On a déjà répondu. Ferrari avait tranché le débat. C'est une assez obsession nettement. des pistonnés. Voilà, donc Schumi chez Ferrari, il n'y avait que lui qui comptait. Donc, et là, chez Mercedes, ça fonctionne aussi. Donc c'est très risqué. On l'a vu avec Alonso et Hamilton en 2007. C'est très risqué d'avoir 2 mecs très très rapides dans la même équipe. Mais peut-être qu'aujourd'hui, dans la nouvelle F1, c'est indispensable. Donc je pense qu'on a changé d'époque. Et peut-être que Mercedes a intérêt à avoir Russell à côté de Lewis l'année prochaine. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont décidé. Ton bouquin commence par une éloge. Tout à l'heure, on a pris un extrait de Linky Pit. Tu commences par une éloge de Lewis Hamilton et tu mets un tir à Michael Schumacher en disant que on peut les comparer de manière statistique, mais en termes de panache, de personnages, etc., il y a 2 mondes d'écart, 2 divisions d'écart. Est-ce qu'on peut pas quand même se dire que le move de Schumacher de Benetton jusqu'à chez Ferrari, comparé au move de Lewis Hamilton qui passe de McLaren à Mercedes, est-ce qu'on peut pas dire que le move de Michael Schumacher est beaucoup plus... pardon, excuse-moi, il y a plus de panache dans le transfert de Schumacher que dans celui d'Hamilton. Oui, je pense que quand Michael va chez Ferrari, c'est courageux. Ils sont vraiment au fond du trou. Mais il y va aussi pareil, avec des garanties. Il sait qu'avec Jean Todt, ça devrait fonctionner pas trop mal. Et puis ils font ce qu'il faut. Ils mettent tout sur Schumi. Donc, moi, j'ai jamais été fan de Schumi parce que je le trouvais trop arrogant et je trouvais qu'il cassait le suspense. Enfin, il n'avait pas ce charme qu'avait Senna, qu'a Lewis, et cette espèce de glamour. C'était vraiment le robot compresseur. C'était un Il calculateur. gagnait toutes les courses. Il n'était pas sympa avec ses coéquipiers, comme Loeb a jamais été sympa en rallye avec ses coéquipiers. Voilà, mais c'était une machine à gagner. Et Inch'Allah, voilà, c'était comme ça. Mais moi, je préfère le côté Lewis parce que c'est plus vivant, c'est plus émouvant, il y a plus de pathos. Il y a peut-être aussi la notion de star, et ce sera la dernière partie bien sûr de cette émission, qu'on va conclure rapidement parce qu'on est bien sûr comme d'habitude, comme chaque semaine, très en retard. La partie star et le côté emblème aussi, au-delà même de son sport. Un champion au-dessus de son sport, c'est ce qu'on disait, avec ce personnage qui évoluait du bling-bling à la décroissance. On pourrait presque croire à certaines fois à des paroles de zadistes qui prôneraient les toilettes sèches à leur domicile. Un garçon qui a renoué aussi avec le passé glamour des pilotes F1, et je sais que pour ça, Hamza pense qu'il est presque anachronique, on va dire, dans son époque. Une star planétaire, suivie et écoutée, ça c'est bien expliqué dans le bouquin. Anobli par la reine avant la fin de sa carrière, ça en dit long quand même sur le personnage, la star Lewis Hamilton, et puis ses engagements sociétaux. Est-ce que c'est une grande gueule ou est-ce que c'est le pape de la bonne conscience? Ce pilote défenseur de la protection de la planète et des animaux, leader du mouvement Black Lives Matter, et surtout, tous ses engagements, quel héritage pour la Formule 1 une fois que Lewis Hamilton quittera son rôle de pilote? Est-ce qu'on le reverra en Formule 1 et qu'est-ce qu'il apportera? Qu'est-ce que son combat apportera à la Formule 1? Est-ce que c'est pas le plus grand emblème de la F1 et on va essayer de répondre à toutes ces questions même s'il nous manque énormément de temps. Si, parce que, très, très simplement et très rapidement, c'est quelqu'un qui ne s'est pas cantonné à son sport et qu'on a vu médiatiquement ailleurs que dans son sport. Aujourd'hui, Sébastien Vettel, tu n'as aucune idée de ce qu'il fait ailleurs que sur un paddock. Tu n'as zéro idée. Et par conséquent, il a beau être quadruple champion du monde, il n'est pas un emblème de la Formule 1. Aujourd'hui, Lewis Hamilton, il se pointe au Met Gala, il se pointe à la Fashion Week, tu le vois sur les MTV Awards, il est à peu près partout. Et résultat, sa voix compte. Sa voix compte en tant que pilote de Formule 1, mais elle comptera encore plus après, quand, en finale, il sera juste la légende d'un sport. Comme quand Michael Jordan aujourd'hui prend la parole sur quelque chose, il a la résonance de Michael Jordan, comme Tiger Woods a cette résonance-là. Il y en a des pelles, des comme ça, mais qui ont su globaliser leur personnage dans l'ensemble du monde médiatique. Donc oui, pour moi, c'est un emblème du monde de la Formule 1. Moi, il y a un moment sur la lutte Black Lives Matter, quand il pond ce communiqué, ce tweet sur Insta, je ne sais plus exactement, Sur Insta, mais un tir, je vous vois tous les blancs en F1, vous n'avez pas Ça, c'est réagi. Non, mais attends, mais que derrière, Mercedes, donc son employeur, dit quand même dans un communiqué,
Effectivement, Lewis, on te soutient. Même nous, il faut qu'on travaille sur nous parce qu'on n'a que 3% de personnes issues de minorités et 12% de femmes. Ça place l'homme Lewis Hamilton. Ce qu'il représente en Formule 1, ce qu'il représente chez Mercedes. Et aujourd'hui, ça commence à payer partout. Prenons Sochi. Alors, il n'y a pas eu les hymnes nationaux, mais lors de la cérémonie d'avant-course, Sébastien Vettel est venu avec un t-shirt, je crois, c'était pour la lutte contre le climat. Et Fernando Alonso avait un t-shirt lui aussi où il voulait faire passer une revendication, un message, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, ça commence à payer aussi dans le monde de la Formule 1. Chacun, on a vu Sébastien Vettel, je crois que c'était en Hongrie, il a dit je mettrai le t-shirt que je veux. Sanctionnez-moi, disqualifiez-moi. Si vous voulez, je mettrai le t-shirt que je veux. Qu'il y a eu des ça huées commence à payer dans le monde de la F1. Est-ce qu'il y a eu des huées en plus? Bien sûr que non. Est-ce qu'il y a eu... Attends, parce qu'on a eu quand même le Race, We Race as One plus le Black Lives Matter en Budapest. Il y a été. Il n'y a pas eu de huée. Alors que dans tous les stades de foot, on a eu des huées. Ce qui prouve bien que le personnage Lewis Hamilton... En Angleterre, donc. Enfin, oui. Oui. En Hongrie, je parle aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas la même. Hein. Je te parle des huées des stades en Hongrie. Il apporte ce respect-là. Tu viens voir la Formule 1, tu as, entre guillemets, conquis un public à ta cause, un petit peu. Qui peut-être que ne l'était pas avant. Parce que je ne mets pas tous les Hongrois dans le même panier. Non, bien sûr pas ça. Laisse présager aussi, peut-être que je pense qu'il y aura un héritage vraiment de ce qu'est en train de faire, en tout cas Lewis Hamilton aujourd'hui. C'est que la nouvelle génération, elle est aussi consciente de ses problèmes. Elle est beaucoup plus libérée sur les réseaux sociaux. Il a libéré, Leclerc le dit dans le bouquin, dans un très bon extrait que tu racontes. Donc moi je pense vraiment que l'héritage que va laisser, déjà en tout cas, on va pas parler du monde, mais en tout cas en Formule 1, Lewis Hamilton, je pense qu'il y aura un avant et un après Lewis Hamilton sur Bien en sûr. tout cas ces sujets-là dans le sport automobile et peut-être même dans le sport. Est-ce que c'est le pape de la bonne conscience ou c'est une réelle grande gueule du coup, Daniel? Non, je pense qu'il est sincère et je pense qu'il est... Le fait qu'on soit dans la génération F1 Netflix où des millions de spectateurs ont découvert la F1 grâce à Netflix, ça lui donne encore plus envie de communiquer intelligemment sur tout un tas de choses. Et il n'y a pas que des paroles. Je veux dire, moi, j'ai lu récemment qu'il sortait 20 millions pour la fondation. Mais bon, il a sa fondation qui existe depuis plusieurs années. Il a la bourse du collège d'engineering à Londres qui va aider des jeunes blacks à devenir mécanos ou ingénieurs de F1. Apparemment, il met 20 millions d'euros de sa poche, en plus pour la bourse d'études de tous ces gars. Donc, c'est pas que de la parole. Donc, les 20 millions qui viennent de lui ou de quelqu'un d'autre, c'est pas important. Mais il fait ce qu'il faut pour mettre en œuvre ce qu'il suggère, ce qu'il prône, voilà. Et donc, ça, c'est pas fréquent. C'est fréquent chez les basketteurs, parce qu'il y a plein de basketteurs qui, bien avant Hamilton, ont embrassé différentes causes parce qu'ils étaient noirs et que du coup, ils venaient de quartiers où c'était un peu chaud. Mais en F1, c'était complètement nouveau, parce qu'on avait plutôt des fils à papa que des gars des quartiers ouvriers au nord de Londres. Donc voilà, ça va être son héritage. Et il a fait totalement exploser les structures d'un sport qui était quand même très, très cadré, très, très formel, et où maintenant, il y a une liberté de parole qu'il n'y avait pas il y a 5 ou 10 ans. Ouais, la Formule 1, c'était le tennis. Oui, aujourd'hui, c'est en train de... Ce qui m'a frappé avec le bouquin, moi je suis de ceux, et désolé, hein, qui ne sont pas sensibles à la manière dont le discours de Lewis Hamilton est fait. Je ne parle pas des combats sociétaux, je parle du discours. Pas le fond, la forme. Oui, et souvent, je suis moi-même en train de dire, il nous gonfle. Parle-moi bagnole. Ça, il en fait des tonnes, ça je suis d'accord. Et en lisant le bouquin, il y a des choses qui me sont venues sur justement ce fait de taire beaucoup de choses durant son enfance pour arriver au sommet. Et maintenant qu'il est au sommet et qu'il a la liberté totale de faire ce qu'il veut, il balance tout. Il est beaucoup plus libre et il sort ce qu'il a gardé pendant 20 ans au fond de lui. Et par exemple, une phrase comme For all the kids out there, donc pour tous les gamins dehors, à la fin de son 5e titre ou 6e titre, je crois. C'est pas la Turquie? Ah, 7e Enfin, peut-être, oui, il t'as me raison. semble. Oui. Ah ouais. Où il dit Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire, et tout machin. Je suis là, mais sérieux, mais pourquoi? Mais enfin, profite, montre, fais pas ton discours au monde maintenant. Et en lisant le bouquin, cette phrase-là me revient et je la comprends. Et je comprends rien ne m'emmenait là-bas et tout ça machin. Et je la savoure un peu plus comme étant celle d'un grand champion qui a mis à plat tous les stéréotypes liés à son sport. Et j'apprécie un peu plus le personnage maintenant que j'ai compris certaines choses là-dessus. Ah mais ça, toi, tu me disais en préparant cette émission, il est presque anachronique.
Ah oui, non, mais ça c'est le côté star, ça c'est le côté people qu'on a vu surtout sur la première partie de carrière. Aujourd'hui, c'est devenu un emblème pour la Formule 1 avec ses causes. Mais sur le côté people, fin des années 2000, début 2010, effectivement, c'était pas la F1, comme je disais tout à l'heure, c'était le tennis. C'était pas ce que je voyais avec Michael Schumacher, avec Hakkinen, avec Fernando Alonso. Non, Hamilton, il débarquait de nulle part. Il avait ses sorties, il avait Nicole Scherzinger, il avait les avions, il avait la musique. C'est vrai Bien sûr, la musique. qu'Hakkinen est rarement parti à la Barbade rejoindre Rihanna. Ça, c'est le genre de truc qui... Souvent parti à Espoo, rejoindre Sauna. Kimi Raikkonen non plus. Oh non, mais lui, il avait tout à Monaco. Voilà, c'est ça, il était à domicile. Lui, il s'est dit boire, on peut le faire partout. Donc, partir de là. Mais oui, et aujourd'hui, ce qui est beau, c'est qu'il y a eu cette première partie starification, je me montre avec les bling bling, et aujourd'hui, avec cette notoriété que j'ai su construire tout au long de ces années, j'en profite pour faire passer mes causes en premier, et ça marche. Enfin, on ne peut que, enfin moi en tout cas, je lui tire mon chapeau. On l'a dit, et ce sera d'ailleurs le mot de la fin pour toi, Daniel. Lewis Hamilton, c'est plein de facettes, on l'a vu. Là, on en a essayé d'en développer 3 sur un temps très limité. C'est différentes facettes, c'est différentes histoires. C'est un personnage qui a évolué. Quel est ton personnage préféré de Lewis Hamilton? Mon personnage préféré, c'est... il y a 2 choses. J'adore les photos avec Roscoe, son chien. Qui est accrédité par la F1, hein, d'ailleurs. Il avait demandé à Bernie. Ouais. Il avait demandé à Bernie. Et qui est Bernie l'a fait. vegan. Et qui est vegan. Et Oui. il en a fait un chien vegan. Donc ça va être, j'y connais rien, mais un des chiens vegan. Nous non plus, ça tombe bien. Voilà. Ça va être un bordel. J'adore ça avec les histoires avec le chien, parce qu'il y a quand même des photos ahurissantes qui sont sur Instagram de lui avec son chien, en bateau, sur le canapé, Ouais, à la bonne vie, cuisine ou ailleurs. Et donc ça, j'aime bien. Et il y a une autre facette que j'aime beaucoup, c'est son goût pour la musique. Et je recommande à tout le monde, parce que ça vaut vraiment le coup, les playlists de Lewis Hamilton qui sont sur Spotify. C'est vachement bien. On sent que le gars, il a vraiment une fibre musicale qui vient de ses origines antillaises. Et ça, c'est pas un cliché. Il aime bien le reggae et toutes les nouvelles formes de musique antillaise. Et ça permet encore de mieux comprendre le mec et sa coolitude absolue sur un week-end de Grand Prix, parce qu'il est là, il écoute sa musique, il est peinard. Et c'est le seul pilote, à ma connaissance, qui a des playlists sur Spotify. Je ne vois pas qui d'autre pourrait mettre des playlists sur Spotify dans la F1. Daniel Kiat de Technorush. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Nikita Mazepin, mais on ne vous conseille pas. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous. Je rappelle ce bouquin, Lewis Hamilton, La route du champion, aux éditions City. Il y a beaucoup de faits, beaucoup de choses, en tout cas, pour essayer de mieux comprendre un personnage qui, ma foi, est dur d'accès, qu'on soit journaliste ou qu'on soit simple public, simple spectateur. Il y a beaucoup de choses. Ça vous permettra, en tout cas, de vous faire une idée un peu plus intéressante sur Lewis Hamilton, au-delà même du storytelling qu'on nous offre depuis son émergence et son arrivée sur la scène publique. Daniel, merci beaucoup. Merci. Prochain bouquin, c'est quoi? Parce qu'il y a eu le Castellet, il y a eu Bernie Ecclestone. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une deuxième partie à ce bouquin. Ouais, on est en train d'y travailler. D'accord. Et le prochain bouquin, c'est une avant-première pour les pistonnés. Ce sera un livre sur l'autre monstre sacré de la Formule 1. J'ai nommé Valtteri Bottas. Fernando Alonso. Ah. Fernando Alonso. Je sens que vous allez revenir, mais très Je sens prochainement. tu vas nous appeler là. Oui, je pense parce que là, tu dis qu'il y a 2 experts. Hein. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Bon, écoute, tu viendras nous le présenter. Voilà. En tout cas, merci les gars pour cette longue et fastidieuse émission. On n'aura bien évidemment pas pu tout dire aujourd'hui, malheureusement. Il faudrait peut-être une journée d'émission pour dire tout ce qu'on avait à dire sur Lewis Hamilton. Merci d'avoir été aussi qualitatif comme à votre habitude, chers amis. Écoute, Vous avez tout dit. Tout le plaisir est pour nous. Vous n'avez pas de regrets à la fin de cette émission? Non, Pas de regrets? Non, je Non pensais qu'on Bon. aurait Hamilton en plateau, mais bon. Les amis, on a rendez-vous nous après la Turquie. On a rendez-vous après la Turquie. Dès le lundi sur Autoplus Télé. Le lundi à 19h en exclusivité. Allez vous abonner les amis, allez vous abonner. Franchement, il n'y en a pas pour très cher. C'est 2 € je crois, quelque chose comme ça. Et vous pouvez nous voir sur votre télé et dès le lundi soir et ne pas attendre le mercredi sur la First Team Sport qu'on aime bien sûr énormément. Merci aux gars en régie. Merci Daniel, bon Merci retour. beaucoup. Et on se retrouve très rapidement les amis. Salut.